Vous mettez pas vos têtes? Tu nous vois pas? Non, je vois pas du tout. Ah bah si, nous on a nos têtes, hein, t'inquiète. Ah, je vous vois pas, je vais faire semblant. Tu nous fais le décompte? Bonsoir et bienvenue pour, cette, nouvelle, émission live de la Minute Foot, les échos des terrains, tous les lundis effectivement. Et je suis, ce soir, accompagné par des têtes que vous connaissez déjà. Bah, on va commencer par Fab, écoute, salut Fab, hein, bienvenue. Salut à tous, bonne année à tout le monde, le football en 2025, ça commence fort. Et voilà, mon compère, des lives depuis un petit moment maintenant, Emmanuel Trumer. Salut Manu! Salut Nico, salut Fab, salut à tous et bonne année. C'est vrai, bonne année à tous, meilleurs vœux et bonne santé surtout. Et beaucoup de foot en plus de ça. Ah oui, effectivement, j'en profite aussi, hein, pour, souhaiter bonne année à tout le monde et écoutez, voilà, cette fois-ci, on a essayé de faire quelque chose de plus sobre, hem et puis, voilà, j'espère que, en tout cas, ça va, être intéressant de discuter avec nous. Clairement, là, on a fait un petit programme, pas piqué des hannetons, comme on dit. Hem, bon, voilà, je sais que, vous attendez déjà qu'on parle du mercato parce que qui n'attend pas de parler du mercato en ce moment? On se le demande bien. Donc on va, voilà, commencer, par parler d'un petit, Maxence Cacré qui a quitté, son berceau lyonnais, si je puis dire, pour aller, à Com. Mmh, Com qui, est, pas mal, actif sur, le marché, si je puis dire. Donc bon, effectivement, il était un peu dans le dur, on va dire, notre cher Maxence depuis quelques mois et il veut se relancer à Com. Si je dis pas de bêtises, c'est, un transfert de 17 millions. Donc c'est quand même, une somme pour, bah, un joueur qui était, finalement, en dedans et qui peut, paraître surprenant de prime abord. Voilà, alors je ne sais pas, ce que vous en pensez de ce tarif-là. Qui veut se lancer? Vas-y Emmanuel, vas-y. Ben, c'est un bon transfert pour l'OL déjà, parce que tu l'as dit, la somme est intéressante. L'OL a besoin de faire rentrer des sous et cette somme-là de 17 millions pour un joueur qui était en difficulté, à l'OL, c'est intéressant déjà financièrement. Sportivement, l'OL ne perd pas grand-chose pour moi, malheureusement pour le joueur, mais il était vraiment en difficulté. Les matchs qu'il faisait, il était plus très bon, il avait plus très envie. L'OL a recruté, donc en plus, il était descendu dans la hiérarchie. Donc pour l'OL, c'est un transfert compréhensible, un transfert intéressant. Pour le joueur aussi, ça peut être intéressant parce que justement, à l'OL, il n'était plus au centre du projet, il n'était plus un joueur important et à Com, il peut le devenir. Fabregas l'a dit, Fabregas, l'entraîneur de Com qui le recrute, l'a dit, il veut le mettre au centre du projet. Donc ça peut être intéressant pour lui d'être dans un environnement un petit peu moins exposé, et puis surtout avoir un rôle de titulaire très important. Ça peut être intéressant pour le joueur. Maintenant, moi je serais pas totalement étonné si Com descendait en fin de saison et là ce sera plus compliqué.
si c'est le cas, mais bon, on verra bien. Ça se trouve, il va se maintenir et ce sera très bien. Ça se trouve, il va exploser et il pourra partir au-dessus en Serie A ou ailleurs après. Mais pour toutes les parties, c'est un bon transfert pour moi parce qu'il n'avait plus tellement sa place, parce qu'il ramène pas mal d'argent à l'OL et parce qu'il va avoir un rôle plus important avec un coach qui en avait envie. Donc, un coach en plus que les joueurs aiment bien parce que Fabregas, ça parle aux joueurs, donc il sera à l'écoute. C'est un transfert intéressant pour toutes les parties, je trouve. Oui, je trouve aussi pour le coup. Et bah, effectivement, voilà, j'ai pas présenté, ça, juste avant, mais il faut pas oublier que Maxence Cacré, bon, il a 24 ans, certes, mais bon, on sait que, quand il est à son prime, voilà, c'est quand même un super joueur. Et puis, bah, au-delà de ça, c'est vrai que, je pense qu'il peut faire, du bien dans cette équipe, de com. Et toi, Fab, qu'est-ce que tu en penses? Moi, sincèrement, c'est quand même, bon, financièrement, c'est super pour Lyon, mais pas pour eux, mais c'est quand même des regrets ce jour-là parce que le Final 8 2020, qu'est-ce qu'il était fort franchement. Enfin, la conservation de balles qu'il avait, c'était vraiment, je pensais que c'était un joueur qui allait exploser, tu vois? Qui serait un pilier de l'équipe et en plus, tu sais, je suis un peu un romantique du football, je trouve ça beau quand tu as un joueur qui issu du centre de formation qui peut être à haut niveau, je trouve ça dommage, mais après Com, ouais, c'est intéressant pour ce club-là, mais est-ce que se relancer dans un club qui joue le maintien ou le projet sportif, tu sais pas trop si ça va marcher parce que bon, tu as beaucoup de jeunes, mais tu as quand même des très vieux, enfin, je sais pas. C'est risqué comme pari et si Com descend, bah, tu te doutes qu'il va pas rester là-bas, où est-ce qu'il va rebondir? Je sais pas trop. Bonne affaire pour Lyon, mais pour lui, ça c'est dangereux. C'est dangereux, je trouve. OK. Bah, merci pour, votre avis, sur ce transfert-là. Écoutez, alors on va passer à un autre joueur si c'est bon pour vous sur ce transfert précis. Un transfert qui devrait, parler à Manu et ça concerne, alors je ne sais pas comment on prononce ça Manu, je suis désolé. Mika, Biarritz, peut-être que c'est comme ça qu'on le prononce. En tout cas, un avant-centre de 21 ans qui nous vient du Sturm Graz et si je ne dis pas de bêtises, c'est un transfert de 13 millions et plus 2 millions de bonus. Est-ce que tu peux nous en parler, Manu? Ouais, c'est un anglo-danois, parce qu'il est anglais, parce qu'il est formé à Arsenal et c'est drôle parce qu'il a été formé avec Balogun, un autre attaquant de Monaco. Ils ont joué ensemble un petit peu dans les catégories de jeunes à Arsenal, mais réussir à s'intégrer à l'équipe première d'Arsenal, c'est très compliqué parce que c'est un club qui recrute énormément. Donc il a dû s'exiler un petit peu, il a fait plusieurs pays et il a cartonné à Sturm Graz. C'est un pur numéro 9. C'est un attaquant de surface. C'est un joueur qui finit les actions. C'est un vrai buteur. Il a un vrai sens du but. Il se déplace bien. Et puis, il a déjà quand même une expérience assez intéressante. Alors, moi, très honnêtement, j'aurais aimé que Monaco recrute un niveau au-dessus, un niveau supérieur. Un joueur déjà confirmé, parce que là, avec Mika Biret, on est sur un profil qui va devoir confirmer dans des championnats plus importants. Parce qu'il est talentueux, mais il n'a pas encore performé dans un championnat top 5 en Europe. Donc, j'aurais aimé un transfert plus audacieux. C'était pas possible, mais ça reste un bon coup, je trouve. Ça reste un bon choix. Parce que Balogun, tout simplement, s'est blessé jusqu'à la fin de la saison, a priori. Il était revenu avec sa blessure à l'épaule, mais ça allait pas. Donc, il a dû se faire opérer. Et il sera absent 4-5 mois. Donc, s'il peut pas jouer sur toute la saison, ben, c'est bien d'avoir pris un attaquant. J'ai hâte de voir parce que moi, ce que j'ai vu de lui, j'ai vu quelques matchs en Ligue des Champions notamment. Il a joué contre Lille, il est buteur. Il a joué contre Gérone aussi, il est buteur aussi. C'est un joueur qui n'a pas peur, qui voilà, c'est pas très très jeune comme ça peut être le cas avec Georges Nenikena. Il a déjà un petit peu plus d'expérience. Il a un bagage de formation à Arsenal qui est avec un environnement où il y a plus de pression quand même. Donc il a l'habitude de tout ça. Il a l'habitude de la Ligue des Champions. Ça peut être intéressant. J'ai hâte de voir. Il marque beaucoup de buts. Il a toujours marqué beaucoup de buts. Moi, j'aime bien. J'aime bien. J'ai hâte de voir ça. La question se posera quand Balogun reviendra parce que c'est un petit peu le même profil. Euh, Mbolo et Ilenikena sont des profils différents pour moi, mais Biret se rapproche d'un Balogun dans l'idée
un joueur qui fait beaucoup de courses, qui termine les actions, plus qu'il ne participe au jeu, même si Balogun le fait plutôt pas mal. Donc il faudra voir quand Balogun reviendra, mais pour l'instant, c'est intéressant. J'ai hâte de voir ça. Ça peut redynamiser un Monaco qui en ce moment est en difficulté. C'est pas mal. C'est pas mal. Et le prix, tu l'as dit, il n'y a pas tellement de risques sur le prix. Ça a été bien négocié parce que Chungras en voulait plus, mais c'est pas possible de mettre plus. Donc, non, non, tout est bien. Je suis content de le voir arriver. J'ai hâte de le voir jouer. Il s'est déjà entraîné. Il devrait être dispo assez rapidement. Euh, Intéressant. Merci Manu. Bah écoute, vas-y Fab, je t'en prie. Pas grand-chose de plus à dire, mais ouais, comme disait Manu, 13 millions avec 2 bonus, tu prends pas un grand risque. Le mec, on l'a un peu vu en Ligue des Champions. Moi, je disais souvent que le problème de Monaco, c'est que voilà, il est ni Kenya et même Bolo faisait vraiment pas le taf, donc c'est un transfert intelligent et même si c'est un flop, voilà, tu fais pas grand-chose, mais moi, je vois bien mettre une petite dizaine de buts, donc non, franchement, transfert logique, intelligent. Après, ouais, ça va être intéressant à voir, parce que comme disait Manu, c'est pas un mec qui passait beaucoup dans le jeu, c'est vraiment un finisseur. Lui, il disait qu'il se comparait un peu à Drogba, tout ça, donc non, non, c'est intelligent comme transfert. Franchement, c'est un bon coup sur le papier, tu vois. Ouais. Ouais, bah oui, écoute, hein, on va voir ce que ça donne du côté de l'ASM parce que bon, oui, on a quand même vu, arrête-moi si je me trompe Manu, mais un problème offensif malheureusement sur du côté des neufs de l'ASM. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a toujours, on va dire, la valeur, le duo, sûr, voilà, Ben Seguir et mince, aidez-moi. Akliouche, Merci. Putain, comment je peux oublier Akliouche? Cette fameuse doublette, qui est, quand même assez performante, mais ouais. Là, pour le coup, je pense qu'il y a besoin, d'apporter du sang neuf dans l'attaque. Donc oui, écoute, tant qu'il reste troisième, moi ça me va, hein, l'ASM. mais il pourrait jouer avec des champions, même s'il a déjà joué avec le club autrichien ou pas, du coup. Normalement, il peut pas la jouer, mais je n'ai pas les règlements précis, mais normalement, Mais il peut non, pas la jouer. je crois. Je sais pas comment. Je crois qu'avec Sanchez, ils avaient fait ça avec Manchester United, je me rappelle plus, mais je sais plus comment. Il y en a... Mais avec Manchester United, je crois qu'il avait joué la Ligue Europa, Sanchez. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que si tu as joué la même compétition, normalement, tu peux pas la jouer avec 2 clubs différents. Normalement, c'est ça. C'est embêtant, ça, quand même. Ouais. Oui. Après, normalement sur le papier, avec l'effectif que tu as du côté de Monaco, Non, ça doit suffire sans lui en Ligue des Champions. Un Mbolo a l'expérience normalement pour jouer la Ligue des Champions, mais c'est vrai que depuis que Balogun s'est blessé, c'est plus compliqué au poste de neuf, c'est beaucoup plus compliqué. Balogun était très très bien revenu, il commençait à enchaîner les buts, il a rechuté, mais depuis c'est un petit peu plus compliqué. Ça va faire du bien, Biret, parce que tu l'as dit, Nico, derrière lui, c'est les milieux offensifs, c'est intéressant, que ce soit Kliouche, Ben Seguir, même Golovin, même Minamino est un bon joueur, même si sur les 2 derniers mois il est très mauvais. Il y a de la matière derrière en termes de créateurs de milieu offensif, mais sur le poste de neuf, il y avait un vrai manque depuis que Balogun est out. Donc Biret peut concrétiser le travail des joueurs derrière lui, et puis ça va donner une vraie concurrence à Mbolo, parce qu'Mbolo, il commence seulement à revenir là de manière intéressante, mais pendant 1 mois, 2 mois, il a été trop seul parce qu'Elie est encore trop jeune. Donc ça manquait d'un joueur. C'est bien qu'il le fasse. Et la Ligue des Champions, de toute façon, ça sera du bonus pour Monaco. L'objectif, c'est pas de gagner la Ligue des Champions pour Monaco, évidemment. L'objectif, ce sera d'aller le plus loin possible. Là, il va falloir même peut-être assurer la qualification parce que c'est pas encore à 100%. Prendre un point quelque part, mais avec 2 matchs compliqués. Mais surtout, bien terminer la Ligue 1. Parce que la dernière période, elle est compliquée en Ligue 1, au-delà de la Ligue des Champions. Donc, si Monaco veut accrocher le podium, il fallait rajouter quelques forces. Un 9, c'est bien. Il y aura sûrement un milieu de terrain et avec ça, il faudra accrocher le podium en fin de saison. tout à fait. Allez, on enchaîne, sur un petit mec, qui, dépote en ce moment, un certain Marmouche. Je sais pas si vous en avez entendu parler? Ah purée. Ouais, franchement, il est sur un petit nuage, pour le coup.
avec, si je dis pas de bêtises, l'Eintracht, enfin Francfort, c'est comme ça qu'on dit? C'est très bien dit, Nico, très bien dit. Merci monsieur, vous êtes bien aimable. Allez, honneur à la Bundesliga. Vas-y Fab, commence avec, Allez, Marmouche. franchement, c'est vraiment un très, très bon joueur parce que outre le fait que niveau vitesse, quand c'est lancé en profondeur, c'est vraiment fantastique et qu'il score beaucoup. Enfin bon, après tu Harry Kane qui est à 11 devant, mais il a 14 buts en 16 matchs et il a 7 passes D, donc le mec, niveau passe, c'est très, très fort aussi, il fait marquer ses coéquipiers, donc c'est un joueur très complet qui a un peu percé sur le tard même, mais franchement, c'est dans le top 5 des meilleurs numéro 9 actuellement. Après, en Angleterre, c'est très différent, tu vois? Il y a pas beaucoup de joueurs de Bundesliga qui ont bien réussi en Angleterre, tu vois? Parce que en Allemagne, c'est pas que c'est plus facile de marquer, mais tu sais, les défenses, c'est différent, c'est pas du tout le même style de jeu, donc je trouve que ce serait dommage qu'ils partent en Angleterre maintenant. Je pense qu'ils pourraient finir sur une saison à Francfort avec, je sais pas, 25 buts, pas 30 buts, tu vois? Faire des belles choses en coupe d'Europe, donc c'est dommage, tu vois? Mais ce serait bête pour moi d'aller dans un gros club anglais tout de suite. Sur le papier, ça donne envie si tu as un gros chèque avec, tu vois? Mais C'est City quand même, hein. c'est ça, tu vois? Sur le papier, enfin, c'est dur de dire non, quoi, mais je pense que tu attendrais un petit peu, tu pourrais encore plus, demander et ce serait encore mieux pour lui. Mais c'est sûr, si City est dessus, enfin, tu peux pas dire non. Mais après, pareil, quel sera son temps de jeu? Est-ce qu'il jouera qu'Haaland? Je sais pas. Après, il a déjà joué sur le côté gauche en sélection, tout ça, je sais pas. Je me pose des questions de comment il va être utilisé, mais tu sais, c'est vraiment un joueur qu'il faut faire jouer souvent, quoi. Tu peux pas te permettre de le mettre remplaçant et le faire rentrer à la fin. C'est un joyau, clairement. Après, c'est vrai que, voilà, tu parles de Haaland, à juste titre, mais ouais, je pense que, c'est aussi un message, quelque Mmh, part, qui lui est clairement. envoyé. Qu'est-ce que tu en penses toi, Manu? Bah, il manquait un joueur de toute façon depuis le départ de Julian Alvarez cet été à l'Atlético Madrid. Il manquait un joueur à City. Il fallait un attaquant. C'est un joueur, moi, j'ai regardé son match face à Sampoli ce week-end où il est encore buteur. D'ailleurs, il met le seul but du match. C'est un joueur que je trouve hyper polyvalent, qui peut jouer vraiment. À Francfort, il joue à côté d'Ekitike, mais il joue plutôt comme deuxième attaquant que comme pur numéro 9. C'est-à-dire qu'il se balade un peu partout. Ekitike est le vrai numéro 9. Et Marmouche se balade un petit peu partout sur le terrain. Il est capable d'aller à droite, il est capable d'aller à gauche, il est capable de jouer un peu plus bas et il est capable de finir les actions aussi. Donc moi, je trouve ça intéressant. Il peut être aligné avec Haaland si besoin. Il peut jouer sur un côté, il peut jouer en faux numéro 10. Moi, je trouve ça intéressant pour City. Pour lui, c'est vrai qu'il y aura peut-être un petit peu moins de temps de jeu. Mais vu comment Guardiola a l'air très, très mécontent de son effectif actuel, il estime peut-être qu'ils l'ont totalement lâché, qu'ils font plus les efforts, etc. City cherche 4 ou 5 joueurs. C'est pour les faire jouer, je pense. Donc, je pense quand même qu'il aura du temps de jeu. À voir, ça sera vérifié. Mais de toute façon, c'est impossible à refuser. Il peut pas. Quand tu joues à Francfort, et que tu as une possibilité comme City, c'est impossible à refuser. C'est obligatoire presque. Parce que Francfort, c'est très bien, mais là, c'est un monde au-dessus. C'est la Première Ligue, c'est la Ligue des Champions, euh, ouais, c'est impossible à refuser. Moi, je trouve ça bien. Le joueur, j'aime beaucoup. Il faut voir le prix parce que Francfort, ils ont l'habitude de demander des prix qui sont 2 ou 3 fois plus chers que la valeur des joueurs. On se souvient de Kolo Muani. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre, mais en tout cas, c'est 80 millions, je trouve ça beaucoup trop cher. Mais ça parlait ensuite de 50 millions d'euros et ça, je trouve ça cohérent, je trouve ça bien. Ou 50 millions de livres, ce qui n'est pas pareil, 60 millions d'euros, mais c'est déjà plus raisonnable. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Donc, je comprends que City soit dessus. Pour lui, je comprends que ça le fasse aussi, qu'il ait envie d'y aller. Et puis, ça va enfin renforcer un secteur où City était trop à Haaland dépendant depuis le départ de Julian Alvarez. Donc, c'est cohérent aussi. Tout est bien dans ce transfert pour moi. Et puis, Francfort va encore récupérer plein d'argent. Je ne sais pas ce qu'ils en font, s'ils font pousser l'argent après, mais c'est bien. C'est bien pour tout le monde. Ouais, et pour la petite anecdote, Transfermarkt, le valorise à 60. Donc ça me paraît plutôt, un bon, ouais, une bonne offre quoi pour, même si, il est sur un petit nuage, il y a quand même, des incertitudes quand tu arrives dans un nouveau club, faut pas l'oublier. Ouais, bah, écoutez, je sais pas si, il y a quelque chose encore à rajouter sur Marmouche de votre côté? Sinon on enchaîne.
On enchaîne avec, cette fois-ci, plutôt le mercato, du côté de l'OM, avec un jeune joueur de 22 ans, piston, plutôt gauche. Donc, si on parle de piston gauche, on pense tout de suite à plutôt un petit Quentin Merlin. Un voilà, donc, ce joueur-là, qui est pisté actuellement et qui est, pas mal, en discussion, c'est Nicolas, Zalewski de la Roma, qui, pour l'instant est, sur une valeur de 10 millions d'après Transfermarkt et Il est en fin de contrat, je crois, hein, donc ça sera beaucoup moins parce qu'a il priori. est il est en fin de contrat, c'est, juin 2025. Donc c'est cet été, donc il est en fin de Ouais. contrat dans 6 mois, ouais, donc ça sera pas 10 millions d'euros. C'est pas possible de payer 10 millions d'euros pour 6 mois de contrat. Ouais, ouais. Je ne pense pas, ouais, ou alors ça veut dire que vraiment, vraiment De Zerbi fait une pression totalement dingue. Mais s'il est gratuit dans 6 mois, entre gratuit et enfin gratuit, entre 0 d'indemnité de transfert et 10 millions, ça me paraît beaucoup, mais Après, on ne sait pas s'il le veut tout de suite ou plus tard. non, s'il le veut tout de suite, il faut forcément payer une indemnité. Mais je veux dire, la marge de 0 à 10 millions, elle est grande quand même. Après, faut voir pourquoi pas Ah 10 oui, tu as millions. raison. Bah, c'est pour ça que ça négocie dur en ce moment, aussi, hein. Ça fait un moment qu'on en parle, de Zalewski, hein, au final. Son nom est revenu, je crois même, au tout début, hein, cet été, hein. Donc voilà, pour le coup, ça me paraît, être vraiment un joueur qui a, coché, De Zerbi. Donc il l'a pas eu cet été, il le veut, pour le mercato d'hiver. Peut-être qu'il trouve, que, Quentin Merlin, c'est pas assez fort. C'est pas non plus, impossible, puisqu'on voit que, même si, offensivement il apporte beaucoup, à l'instar en fait, de nos pistons, sauf, Enrique qui fait énormément d'efforts, défensifs. Je trouve que Quentin Merlin, c'est un peu juste défensivement parfois. Donc, on sait, voilà, que, c'est exactement ce que demande De Zerbi. Après je ne sais pas ce que vous pensez, du joueur, en lui-même, Fab peut-être? Je connais pas trop, mais je pense que c'est un bon coup parce que comme tu dis, Enrique il fait des efforts défensifs, mais après, en soi, tu Merlin et enfin, on se rend compte que Ulises Garcia, tout investissement intéressant qu'il donne, c'est quand même faible, tu vois? Et si tu as des ambitions, tu pourras pas jouer sur ça longtemps, donc non, non, c'est intéressant. Puis je crois avoir vu un article qui disait qu'il peut jouer à gauche comme à droite, donc c'est toujours intéressant d'avoir un joueur qui peut pallier comme ça des postes, donc non, ça paraît intéressant. En plus, s'il y a quasiment plus de contrat et que tu peux mettre entre 5 et 8, enfin, pour lui, non, non. En plus, c'est un international polonais, donc c'est qu'il doit quand même avoir un certain niveau, donc je pense que c'est Mmh. bien, tu vois? En plus, De Zerbi et Longoria, ils ont un regard particulier quand même sur la Serie A, donc je pense que c'est intéressant. C'est pas un pari qui te demande trop de choses, donc ouais, c'est bien aussi de voir des noms, tu vois, qui changent un peu, quoi, de pas chercher en Ligue 1, de voir un peu des joueurs, Mmh. prometteurs. Non, c'est bien et c'est pas un pari, tu vois? Ils ont un peu arrêté avec les idées de mettre des grosses sommes sur des joueurs un peu improbables, là, voilà, on essaie des petits paris, voilà, non, c'est bien, c'est bien. Yes. Je sais pas ce que ça vaut, mais Capology, lui donne un salaire de 560K annuel. Ouais, Donc c'était vraiment pas énorme, quoi, donc ça va. vraiment pas beaucoup, quoi. Enfin, voilà, dans le Ouais, football, ouais, quoi. bah, après il est jeune, voilà, il faut qu'il prouve. Donc C'est ça. écoute, on verra bien ce que ça donne. Je sais pas, Manu, tu veux rajouter quelque chose sur son profil? Pour moi, si l'OM le recrute, alors déjà, ce qui est super intéressant, c'est que c'est De Zerbi qui le veut. Ça, c'est super important. Ça, pour moi, ça me rassure vraiment. C'est-à-dire que vraiment, c'est ce que j'imaginais, c'était pas possible de faire autrement. C'est-à-dire que De Zerbi doit donner ses joueurs et les avoir. S'il y a d'autres joueurs qui viennent d'ailleurs, il doit donner son accord, il doit dire oui ou non, il doit dire ça m'intéresse pas. Et puis lui, il doit donner les joueurs qu'il veut. Donc ça, c'est très très bien. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il va en faire, qu'il sait comment il va l'utiliser, qu'il connaît les qualités du joueur. C'est pas le joueur comme Fab, c'est pas le joueur que j'ai vu le plus jouer, mais il a l'air plutôt fin techniquement, donc ça m'étonne pas que De Zerbi l'aime bien. Et si je devais me projeter, je pense que ce serait plutôt à droite parce que à gauche, on pourrait se dire qu'il y a Merlin et Ulysse Garcia qui font plutôt le travail, et à droite, il y a que Luis Enrique qui pour le coup est tout seul. Il n'y a vraiment aucune solution. Il y a Lirola, mais j'ai pas l'impression que ce soit une solution viable. Donc ça pourrait faire Luis Enrique et Zalewski sur le côté droit.
Et puis ça peut être une solution à gauche aussi. Il a l'air d'avoir les qualités techniques pour être milieu de terrain aussi. Il a l'air hyper polyvalent. Donc c'est bien, c'est bien. Ce qui est bien pour moi surtout, c'est que De Zerbi le veuille vraiment. Parce que l'OM est sur un nouveau cycle avec un coach en tête d'affiche. Et donc c'est lui qui doit construire son équipe, avoir les joueurs qu'il veut. Donc c'est très bien, c'est super. Et sur l'indemnité, par contre, il faut faire attention parce que. Alors, faut faire attention, oui et non, parce que s'il le veut vraiment maintenant, bon, bah, il faut faire un effort. Mais voilà, faut pas oublier qu'il est gratuit dans 6 mois, quoi. Donc c'est dommage de mettre une somme très importante pour un joueur que tu peux avoir gratuit dans 6 mois. Mais si De Zerbi estime que la deuxième place ou la troisième place passe par son arrivée, eh ben, il faut faire les efforts. Ça, c'est pas un problème. Quand le propriétaire a pris De Zerbi, il sait qu'il prend un coach qui coûte de l'argent, tant individuellement que sur ses joueurs et sur son effectif. Donc, s'il le veut maintenant, bah, il faut faire l'effort. Oui et les échos qu'on a, du côté, de l'OM et c'est logique pour un mercato d'hiver, c'est que, il y aura pas d'arrivée sans départ. Donc on le voit bien, hein, avec, voilà, Brassier, Harit, Meïté potentiellement. Donc voilà, il y a des noms déjà, Brassier c'est bon, on va dire 70 sûr, voire même on pourrait même pousser sur du 80-90, ça dépend des, voilà de ce qui est en train de se passer en coulisses. Mais bon, je pense qu'on peut tabler là-dessus. Et puis, au-delà de ça, je voulais revenir sur, ce que tu as dit par rapport au côté droit. Il y a un truc intéressant qui est à noter, c'est que outre, garder, Quentin Merlin à gauche et pourquoi pas, faire glisser justement à un moment ou un autre, peut-être en février, Felipe dans cette défense, à la place de Murillo, potentiellement. Ça veut dire que, tu peux utiliser Murillo à la place d'Henrique. Ça, c'est très possible. C'est très, très possible. Luis Felipe, pour moi, c'est à la place de Murillo. Mais l'avantage de Murillo, et ça, je vais revenir dessus quand on va parler de Rennes Marseille, c'est que un défenseur central, comme est positionné à la base Murillo dans le nouveau schéma, un défenseur autre que Murillo qui est capable d'amener le but de Greenwood, le but du 1 partout, il n'y en a pas beaucoup. Donc Murillo a cette capacité-là tout simplement parce que Murillo, c'est un latéral droit de base. Anderlecht, c'est un latéral droit. Au Panama, c'est limite un ailier droit. Euh, donc Murillo est capable de faire ça. Donc si tu mets Luis Felipe à la place de Murillo, tu perds cette capacité à avoir un latéral droit et Luis Enrique devant en ailier droit. C'est à ça qu'il faut faire attention pour moi tactiquement. Parce que là, c'est une défense à 3 défenseurs centraux, on est d'accord, mais elle peut très rapidement se transformer à 2 défenseurs centraux. Si Murillo prend son couloir droit derrière Luis Enrique ou même devant, eh ben, ça se transforme en une défense avec 2 défenseurs centraux, 2 latéraux à 4 à plat. Donc il a cette capacité à faire ça avec Murillo. Si tu demandes à Felipe de faire la course de Murillo, il se blesse. Hein, c'est pas un latéral droit, Felipe. Donc il faut faire attention à ça. Mais on va voir comment il s'adapte tactiquement. Mais oui, Luis Felipe, c'est dans une défense à 3 centrale et ce serait à la place de Murillo ou de Balerdi. Pourquoi pas, ouais. OK, bah, écoutez, merci messieurs, je pense que on a fait le tour, sur la partie mercato et ça va être, le moment d'ouvrir, la page, Ligue 1 avec, des matchs, qu'on va commencer évidemment, hein, sur les matchs, entre guillemets «pour le titre». Évidemment, j'y crois, en tant que Marseillais, même si les Parisiens, voilà, entre guillemets, ouais, ils ont beaucoup de réussite, je vais le dire comme ça. Hem, donc je vais les introduire, c'est, nos Parisiens, 1 avec, un petit son que vous connaissez déjà évidemment. Et donc on va parler de ce fameux match, PSG Saint-Étienne, d'hier soir. Donc un match, où, on a eu l'impression que, le PSG, s'entraînait. Heu, donc là-dessus, effectivement c'était, on va dire, comme un entraînement, même s'il y avait, je suis d'accord avec vous sûrement, une forte opposition du côté de Saint-Étienne avec, une mise en place où, ils étaient pas venus pour, voilà, pour enfiler des perles.
Mais on le voit assez vite que ils ont joué avec le feu, évidemment, nos amis stéphanois. Mais bon, je préfère voir un match comme ça et je pense que je ne suis pas le seul. N'est-ce pas, Manu? Ouais, c'était plaisant. C'était plaisant parce qu'il y a eu le changement de coach à Saint-Étienne. C'est un nouveau coach, Orneland, qui a remplacé Dalloglio. Il y a un vrai changement de mentalité. En fait, on voit pourquoi Saint-Étienne a changé de coach. En fait, ils avaient identifié vraiment des lacunes. Alors, on se souvient, le premier match face à l'OM, c'était limite un gag quoi, sur la fin de Dalloglio. Vraiment, c'était des joueurs devant leur ligne de but qui sortaient des frappes comme ils pouvaient. L'OM, c'était limite s'ils faisaient pas une passe à 10 dans la surface de Saint-Etienne, quoi. Donc, il y a eu vraiment un changement d'approche tactique. Là, c'est un coach qui visiblement a un schéma qui ne bouge pas, 4 derrière à plat, qui aime avoir le ballon. Moi, tout ça, c'est dans une lignée que j'aime énormément. Personnellement, ça me plaît énormément. J'ai une petite inquiétude sur le fait de le faire avec une équipe de bas de tableau, mais en vrai, c'est une fausse inquiétude parce que du foot, tu peux le faire partout. Angers le montre, il y a d'autres clubs qui le montrent. Donc en vrai, c'est très très bien ce qu'ils ont fait Saint-Étienne là-dessus. Pour revenir et pour parler de PSG Saint-Étienne, oui, sur ce match-là, en l'occurrence, ça donne le match au PSG. Parce que c'est le seul match où il ne faut pas faire ça, j'ai envie de te dire. Euh, alors, il ne faut pas faire ça parce que le PSG en face, c'est des joueurs qui déboulent dans les espaces. Dembélé, Barcola, Hakimi, ils sont tous décisifs parce que c'est des joueurs qui avalent les kilomètres dans ton dos quand tu as des espaces. Donc, ça a un petit peu donné, ça, en tout cas, ça a rendu le match facile pour le PSG, qui n'a pas eu à construire avec un numéro 9 dans la surface que tu ne trouves pas tout le temps, qui est mal utilisé par Luis Enrique. Donc, ça a facilité le match du PSG. Mais c'est bien pour Saint-Etienne quand même, parce que c'est des certitudes que tu prends pour les prochains matchs. Ils avaient fait un très très bon match contre Reims la semaine d'avant qu'ils ont gagné. Voilà, l'objectif de Saint-Etienne, ce sera les prochains matchs. Ce n'était pas tellement celui-là. Sur celui-là, ils ont quand même réussi à pas être totalement largués, parce qu'il y a que 2-0. David Agili met un très beau coup franc, et ensuite, ben, il y a pas vraiment d'occasion, mais à 2-1 pendant 15 minutes, ben, ils sont pas très très loin non plus. Donc c'était vraiment intéressant au final. Ça sera intéressant pour la suite. Moi, je suis content du changement de coach, enfin de ce que fait le nouveau coach. Et ce sera une vraie belle bataille. Je pense que maintenant, ils ont des armes pour se maintenir. Mais il y a d'autres équipes en bas qui en ont aussi. Donc, c'est intéressant. Sur ce match-là, le PSG n'a pas eu trop à forcer, honnêtement. Même si c'était l'équipe type, même s'ils n'ont pas gagné largement. Mais le but de Barcola aurait pu être validé. Euh, Tu trouves? que le PSG n'a pas forcé, oui. Non, non, je parle du but de Ah, Barcola. Pour le moi, but. l'arbitre doit siffler faute. Enfin, Oui, oui, non, mais s'il faute, c'est pas un scandale du tout, mais je trouve ça léger. Je trouve le contact léger, mais après, le siffle, c'est pas. c'est C'est dur pas. quand même parce qu'il lui marche sur le talon, quoi. Donc, Ouais, c'est moi, faute, j'associe quoi. pas. Oui, oui, non, mais il l'a sifflé de toute façon. Donc, il y a pas de scandale, il n'y a pas de. Il y a rien de dramatique à ça, mais sur le moment, j'ai trouvé ça compliqué. Mais de toute façon, ça change pas grand-chose parce que ce que je disais, c'est que le PSG en fait, Saint-Etienne a rendu le match facile au PSG. C'est ça, moi, qui m'a un petit peu sauté aux yeux. C'est que le fait de jouer très haut, bah, on voyait tout le temps Barcola débouler, on voyait tout le temps Dembélé débouler. Dembélé qui peut marquer plus que 2 buts. Hakimi qui provoque le penalty de Dembélé. Il y a eu pas mal de situations. Et puis à 2-0, le PSG a levé le pied. J'ai eu l'impression à vraiment arrêter d'essayer de se projeter tout le temps. Donc, j'ai pas trouvé que le PSG avait dû sortir un grand match, mais ils ont fait le minimum pour gagner. Saint-Etienne avait un plan de jeu qui a aidé le PSG limite, mais ça permettra à Saint-Etienne d'être fort sur les autres rencontres, comme c'était le cas face à Reims et comme ce sera le cas face à Nantes, et dans ces matchs-là qu'il faut gagner. Donc, plutôt content de Saint-Etienne, et pour le PSG, bah, j'ai envie de dire que pour moi, c'était presque comme un entraînement, un échauffement avant la Ligue des Champions, mais pas tellement quand même, c'est vrai. Mmh. Et puis, au-delà de ça, bon, on a noté, que, il y avait eu, voilà, pas mal, d'arrêts de Larsonneur. Bon, tu me diras heureusement. Mais, au-delà de ça, voilà, ouais, j'ai trouvé, Donnarumma, bah, encore une fois, pas impérial sur le but qu'il prend. Est-ce que c'est, un problème de mur? Est-ce que c'est, Ah bah là, tu veux pour le coup, répondre? on parlait de Samba. On parlait de Samba qui se mettait loin à son poteau. Là, Donnarumma, il a collé son poteau. C'est limite s'il n'était pas accroché à son poteau. Donc, du coup, il y avait limite 7 mètres d'ouvert à côté de lui. Mais le coup franc est bien frappé. Le coup franc est bien frappé. Le mur a l'air bizarre. Il passe entre le mur.
Mais c'est vrai que Donnarumma est très, très loin de son il a tellement collé son poteau pour pas être pris sur son propre poteau qu'il a laissé un trou, mais c'est hyper bien frappé. Donc pas grand chose à dire. Moi, ce qui m'a marqué sur le coup franc, c'est le fait que Davitashvili le frappe très, très, très bien. C'est un bon petit Mmh. joueur, Davitashvili, hein. Oui. C'est décisif, impactant, belle frappe de balle, froid face au but, moi j'aime beaucoup. Et toi, Fab, tu l'aimes bien ce petit Davitashvili? Tu nous entends, Fab? Il nous entend plus. Ça y est, on a perdu Fab. Tiens, bah, justement, je vais te poser une question en attendant Fab, Manu. J'ai trouvé, Mayulu très remuant, très bon, quand il Oui, arrive. un petit bug. Est-ce que ouais, Fab, c'est bon, tu es avec nous? J'ai un petit bug, ouais, désolé. Ouais. Bon, alors je garde la question de Manu et je te repose, celle que, je viens de te poser. Toi aussi, tu le trouves, pas mauvais ce petit Davitashvili? Bah, je pense que c'est une chance pour un club comme Saint-Étienne d'avoir un joueur comme ça, comme tu disais, très remuant, qui provoque beaucoup d'occasions, dans l'impact et tout. Franchement, c'est un joueur qui pourrait jouer dans un club beaucoup plus haut. Donc non, franchement, c'est bien pour Saint-Étienne et c'est, entre guillemets, «le seul joueur qui apporte vraiment beaucoup de choses offensivement», tu vois? Parce que ça est mieux qu'avant, mais c'est compliqué. Mais là, ouais, c'est un mec qui peut faire des différences et tu vois, contre un monstre comme le PSG, bah, franchement, son match, il est bien, tu vois? Tu lui mets un 6-7, tu vois? Non, non, c'est un très bon petit joueur qui est là, je pense, pourrait partir en fin de saison, mais Saint-Étienne doit profiter de l'avoir parce qu'il va marquer, je pense, des buts importants et provoquer de bonnes situations, c'est clair. Yes. Bon allez Manu, parle-nous de Mayulu. C'est intéressant, moi j'aime beaucoup. C'est un joueur qui est capable de jouer ailier, qui est capable de jouer milieu de terrain, qui percute beaucoup. Bah, je le trouve déjà plus prêt à la Ligue 1 que Kanguinli, par exemple. Les 2 ont joué, j'ai préféré Mayulu à Kanguinli, Je l'aime Moi, il est très pas moins le fort que Kangin Sakogini Lee, maintenant quand même. bah, honnêtement, hier, j'ai préféré Mayulu à Kanguinli. Ouais, mais c'est Honnêtement. peut-être son meilleur poste, là, Kangin. Tu penses pas, là? Si, c'est possible, mais Kanguinli, moi, je sais pas quel est son meilleur poste parce qu'il a joué numéro 9, il est inexistant. Bon, là, on comprend, c'est pas son poste. Il joue à droite, il est pas décisif. Et il joue au milieu de terrain, il est pas décisif. Donc, à un moment, il faut le mettre où, Kanguinli, pour qu'on le voit. Alors, moi, Mmh. je veux bien. C'est un joueur que je. Kanguinli, j'exagère, c'est un joueur fin, je le sais, il aide à la conservation, il fait des efforts. J'ai vu qu'il courait. Mais à un moment, t'en attends plus quand même d'un titulaire du PSG. Par exemple, moi, hier, vraiment, j'ai préféré le match de Mayoulou. Je trouve qu'il fait des différences, qu'il cherche toujours à aller vers l'avant, qu'il cherche à être décisif, soit par la passe, soit par le tir. J'ai beaucoup aimé. Mais ça fait plus. À chaque fois qu'il joue, j'aime bien globalement. Le PSG avait sorti ces deux jeunes, Mayoulou et Zag. J'avais pas aimé Zagué, j'avais beaucoup aimé Mayoulou. Je suis pas étonné que Mayoulou soit dans la continuité, qu'il qu'il ait du temps de jeu, qu'il ait des titularisations. C'est très intéressant, c'est très prometteur. ouais, je partage ton analyse. Oui, c'est vraiment un petit jeune qu'il faut suivre. Bah, écoutez, hein, je pense qu'on a fait le tour de ce match, je vois pas de grand chose à rajouter, la globalement, l'arbitrage était bon, la Mmh. main, enfin le penalty logique, il y a rien à dire, et cetera quoi donc ouais, c'est bien, je note quand même que, bon, je sais pas si c'est une petite pique, mais les arbitres, ont plus tendance à, siffler penalty pour le PSG, mais je me fais peut-être des idées. C'est une Ah, impression que je suis d'accord, ouais, il y a penalty quand même hier, Non, non, mais il y a sur des péno, je sais, situations, mais oui, oui, la question peut se poser. Puis quand on va parler de Rennes-Marseille, il y a des situations bizarres aussi. c'est Mais ça. hier, ça m'a pas choqué parce qu'il y a des matchs où tu peux te dire, si le PSG est en difficulté, ils seront aidés. Hier, il y a même un but refusé. Donc au final, s'ils avaient été aidés, ils auraient pu gagner 3-1 ou 4-1, mais ils gagnent juste 2-1. Mais l'arbitrage a été cohérent, j'ai trouvé. Ouais, ouais, c'est une petite pique que j'envoie, à mes chers, amis parisiens et je lui envoie, une petite pique pour une transition, mes messieurs, parce que je pense qu'on a assez parlé de ce PSG Saint-Étienne et qu'on va switcher tout de suite, sur un petit, Rennes OM, qui, pour le coup, était un match que, je redoutais, très clairement.
Je savais pas quoi trop penser, de ce qu'allait, aligner, justement Sampaoli plus, Samba, titularisation de Samba, est-ce que pour une fois l'OM aurait la capacité à aller, bonifier, voilà, ses victoires? Eh bien, écoutez, je pense que, la question a été vite répondue et pour, introduire notre fameuse équipe de l'Olympique de Marseille, quoi de mieux qu'un petit, voilà. Donc, là-dessus, qu'est-ce que je peux dire de ce match de mon côté? J'ai été, encore une fois, abasourdi par le niveau de Rulli. Que dire? J'ai encore une fois, j'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais, c'est, un très grand gardien. Pour moi, actuellement, c'est le meilleur gardien de Ligue 1. Sur la Ligue 1, en tout cas, c'est celui qui rapporte le plus de points devant Chevalier. C'est clair. Chevalier, est très bon, notamment, sur ses matchs de Ligue des Champions, rien à dire. Mais sur la Ligue 1, pour moi, voilà, c'est pas parce que, il fait partie, de l'Olympique de Marseille, objectivement pour moi, c'est, vraiment le numéro, number one, de notre, Ligue 1, voilà donc à partir de là, c'est vrai que il y a, un débat. Il y a un débat du style, est-ce que, le penalty de Kali est bien tiré ou pas? Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut aller la chercher cette balle-là, en fait, parce qu'elle est forte. Elle est très forte donc voilà, c'est mon petit passé de gardien qui parle mais déjà que tu vois qu'il arrive à la sortir du bout des doigts et en plus qu'elle rebondit sur le poteau, et qu'elle passe devant le but, enfin bref, là, tu vis toutes les émotions du monde quand tu vois ça. Oh purée, voilà, quel arrêt! Et puis après, une faute défensive de l'OM, là-dessus. Alors, voilà, je vais peut-être, lancer le débat, mais pour moi, je comprends pas le placement, de Cornelius, en fait, sur l'action. J'ai du mal à comprendre. Alors, je sais pas si, toi, Fab ou Manu, vous pouvez me dire pourquoi est-ce qu'il est aussi haut, Cornelius est aussi, sur le côté? Même si, je connais le jeu de De Zerbi, hein, qui demande aussi ça. Mais, c'est vrai que là, j'ai pas compris, son placement, en sachant qu'il y avait un duel, en fait. Il aurait dû être beaucoup plus près, pour moi, de l'action. Il était beaucoup trop loin et c'est pour ça qu'il essaye de tacler, en fait, pour, pour rattraper le ballon, de Greenwood qui, vient, justement, sur Assignon pour, récupérer le ballon. Alors voilà, je sais pas qui veut se lancer sur, Vas-y, là-dessus. Manu. Vas-y Fab. Je suis d'accord avec toi, en fait, même si on sait que le jeu de Zerbi, c'est des défenseurs qui montent haut. Moi, je trouve que la défense centrale a vraiment pas été sereine hier. Tu sens que, comme dit, les placements sont un peu étranges et tout, et que des fois, ils savent pas trop quoi faire. Du coup, ils vont faire des tacles étranges, des trucs qu'ils savent pas trop comment réagir. Mais ouais, c'est vraiment pas serein. Donc, c'est le point négatif, enfin, le seul point négatif pour moi dans cette équipe-là. Donc, non, il est pas exempt de tout reproche. Et on a beaucoup mis sur Brassier, mais Cornelius, tu vois, tu vois, le match contre Brest, ce match-là aussi. Moi, j'ai du mal à concevoir que ça va être notre défenseur titulaire pour longtemps. Donc non, non, il est vraiment fautif sur cette action-là. Moi, je suis un peu déçu quand même de son rendement à l'OM. Tu vois, clairement, je pensais qu'il serait un mec plus costaud qui dans le placement qui serait meilleur, qui justement apporterait un peu de sérénité, mais pour l'instant, c'est pas le cas du tout. Ouais. Moi, j'ai vraiment de grosses questions sur, je sais que c'est un bon défenseur, en fait, Cornelius, tu vois? Mmh. Dans les duels, tout ça, mais au final, tu t'aperçois que il demande plus sur la relance de Zerbi. Donc, d'un point de vue technique, voilà, vas-y Manu, je sens que tu veux répondre. Mais moi, j'ai une solution, mais elle coûte, alors je ne sais pas combien elle coûte, mais elle coûte entre 20 et 25 millions d'euros. Donc, est-ce que c'est une solution viable ou pas? Il faut appeler Franck Macron. Est-ce qu'une solution à 20-25 millions d'euros, ça peut s'entendre? Lisandro Martinez? Non, ma solution, c'est Medina Ouais, de Lens, plus que Danso, parce que justement, moi, je chercherais ouais, un je gaucher. préfère Medina. Les deux sont, moi je trouve les deux très bons. Je préfère Medina aussi, mais je trouve les deux très bons. Mais je prends Medina tout simplement parce qu'il est gaucher et parce que je cherche un gaucher à mettre à gauche de Balerdi pour avoir vraiment Medina, Balerdi et s'il veut soit Murillo, soit Felipe, un droitier là-bas. Ou s'il veut un troisième défenseur central.
mais Cornelius remplace ce joueur à gauche de Balerdi. Et je suis d'accord avec Fab, moi je trouve Cornelius assez limité. Il y a Cornelius, mais il y a aussi Murillo sur l'action qui Oui. recolle pas, qui revient pas vers l'axe parce que, on l'a dit tout à l'heure, c'est un latéral droit. Et un latéral droit, ça n'a pas le réflexe d'un défenseur central de venir serrer et recoller sur l'attaquant. Euh, oui, on le disait de toute façon déjà avant, l'OM a besoin de défenseurs. C'est vraiment le secteur qui est en sous-qualité, je trouve. Donc Luis Felipe, c'est très bien, mais il en faudrait un autre, puisque Brassier, visiblement, ce n'est pas possible. Donc il en faut un autre. J'ai vu, on a parlé, on disait que Danso était une possibilité, c'est très bien, mais s'il y a un gaucher à prendre, c'est Medina. Hein. Parce que De Zerbi va adorer Medina. Moi, j'en suis persuadé. Il faudrait lui souffler l'idée, voir ce qu'il en pense. Parce que Medina, c'est un joueur, c'est un défenseur central qui a les qualités d'un milieu de terrain. Donc ça, c'est extraordinaire. Moi, je serais complètement fan de voir Medina à l'OM, mais bon. Et sur le but, oui, c'est Cornelius et aussi un petit peu Murillo. Et puis, c'est le fait que l'OM s'est un petit peu relâché entre le penalty totalement généreux arrêté par Ouli. Tu te demandais si le penalty était mal tiré. Non, c'est un arrêt qui est de l'au-delà. Hein. Déjà, juste avant, il sort un face-à-face. Il était déjà très chaud. Et le penalty est assez puissant. Il arrive à attendre de voir où le ballon va partir et d'y aller. Non, je sais pas si c'est le meilleur gardien parce que moi, à tort, je le sais, j'ai une autre préférence. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le gardien le plus décisif depuis le début de saison. Et donc, en l'occurrence, c'est le meilleur gardien depuis le début de saison. Ça, c'est objectif, c'est sûr. Il a été monstrueux. Il sauve l'OM. Et puis, ce que j'ai aimé aussi, c'est la capacité, parce que l'OM a eu 10 minutes, 15 minutes un peu moins bien après une très bonne entame de match. Euh, Après le penalty, ils ne se sont pas réveillés en se disant merde. Déjà, le fait de concéder un penalty, même s'il est quasiment inexistant, ça veut dire qu'ils ont des situations dans notre surface, etc. Ils n'ont pas tilté sur ça. Il a fallu que Rennes marque. Et puis, tout de suite, l'OM a compris. Et là, ils ont enclenché la vitesse supérieure avec, je le disais, Murillo qui est parti très haut comme un latéral droit, qui est décisif, a une capacité tout de suite à rejouer vers l'avant, à récupérer le ballon déjà par Holberg, à jouer vers l'avant avec l'appel de Murillo, la passe d'Holberg. C'est très bien ce que fait l'OM. La passe, Je... elle est dingue, la passe, hein. C'est Elle est vraiment folle, hein. Ouais, ouais. Mais la passe, ça fait pas tellement une surprise parce que quand tu as un joueur comme Holberg, bon ben, c'était un taulier de Tottenham, hein, donc c'est un joueur qui a le niveau au tableau Première Ligue. Donc quand tu as ce joueur-là, tu sais quelle qualité individuelle tu as. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est le fait que l'OM soit au courant que Murillo soit un latéral droit et que le fait parce que ce qu'il avait fait après Auxerre, c'était rapprocher Murillo des deux autres défenseurs centraux, tout simplement pour protéger sa défense centrale parce qu'il en avait marre de prendre 4 contre à chaque fois qu'il jouait un petit peu haut. Donc c'était intelligent de faire ça. Mais ne pas oublier que Murillo, de base, est à l'aise très haut sur le terrain. Et il l'a montré sur l'égalisation. C'est lui qui est passeur décisif avec une course j'ai l'impression que c'était Cafu. Moi, j'exagère, mais c'est ça, le rôle. Donc c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très complet. T'as une autre question, c'est Rennes. Bah, oui, mais moi, j'ai trouvé Rennes très accueillant, très sympa, très gentil. Je m'attendais à un Rennes beaucoup plus fort. C'est un Rennes qui est très très mignon, hein. Qui joue bas, Je pensais que Rennes allait essayer d'aller chercher, de lutter dans la possession. Pas du tout. C'est un Rennes 15e de Ligue 1, hein. C'est ça, c'est Oui. Rennes 15e qui respecte sa place parce qu'il n'y a strictement aucune ambition. Donc l'OM a déroulé globalement pendant tout le match, même si il y a eu des séquences où il y a eu quelques situations, notamment le penalty, le but, mais c'est tout. Quand l'OM a joué, l'OM a dominé totalement. Donc c'est satisfaisant. Victoire d'une équipe plus forte et satisfaisante. Oui. Nico, j'ai envie de te provoquer. Oui. Est-ce que je parle en termes de niveau, est-ce que Rouli serait pas le meilleur gardien depuis l'autre gardien qui porte mon prénom en termes de niveau? Oui. Oui. Mandanda, c'est dur, Oui. mais franchement, c'est Oui, oui, oui. Pour moi, s'il continue comme ça, Roly, il va nous égaler, la légende Barthez. ouais, même plus que Mandanda. Et Dieu sait que j'aime beaucoup Mandanda, Non, mais non, là, mais c'est que Mandanda, écoute, je pense que j'ai tourné la page, hein, Mandanda, j'avais encore Mandanda dans la tête, quand, je l'ai vu, jouer, la saison dernière, mais là, cette année, ouf, on respecte la c'est légende, mais ouais, la je respecte penalty, totalement Steve, mais ouais, là, je pense qu'il est temps qu'il raccroche, quoi, ouais, c'est malheureusement. ça, hein, faut le dire, mais 3 pénaux arrêtés. À Marseille, on savait pas ce que c'était un péno arrêté, hein. Là, Ouais, ouais, c'est ouais, je sais, oui.
Je sais. On mange bien là. On a ouais, 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 on mange très, 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 très bien. C'est incroyable l'équipe qu'on a, que dire? Enfin, tous ces joueurs, ce coach, et ses responsables aussi, pas Mmh. oublier, hein, qui tirent dans le même sens. Putain, c'est pas arrivé depuis quand ça? Ouais, c'est ça. On peut presque parler de stabilité à l'OM, vous vous rendez compte quand même? C'est Non, c'est incroyable. pas dire. C'est Bon, ouais. bah, ouais, non, ouais, je sais Fab, je suis d'accord avec toi, bye bye Steve, merci Po aussi pour tout ce que tu as fait, je suis, Ouais. dégoûté pour toi que ton transfert est capoté d'ailleurs. Ouais, j'aurais été content pour lui On en aussi, a ouais, pas c'est vrai. Ouais, on en a pas parlé de son transfert avorté là, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Écoutez, bon, je vais terminer, voilà, sur, la question, on va dire. LA majuscule, question. Manu, est-ce que, l'OM est vraiment capable de rattraper ce PSG? En termes de points, oui, c'est possible, mais moi, j'y crois pas tellement. Honnêtement, j'y crois pas tellement. Bah, j'ai fait l'erreur d'y croire pour Monaco, sur la durée, c'était pas possible. Je pense pas qu'il y ait une équipe encore assez armée, pour lutter avec ce PSG. Hem, mais le rythme de l'OM est bon, donc si le PSG s'écroule à un moment dans la saison, l'OM est à 7 points. C'est pas 7 points, c'est pas grand-chose, hein. Donc c'est possible, mais j'y crois peu. J'y crois peu, mais de toute façon, l'OM ne doit pas penser à ça. L'OM s'en fout. L'OM doit sécuriser sa deuxième place et puis gagner le plus de matchs possible au cas où il y a une possibilité contre le PSG. Pour l'instant, c'est pas tellement le cas. Euh, Si l'OM continue sur sa série actuelle qui est très très bonne de 6 victoires, d'un bon contenu, de toute façon, l'écart va rester faible et il y aura une possibilité. Mais le PSG est quand même supérieur. Le PSG est quand même supérieur parce que le PSG gagne tous ses matchs depuis le début de la saison quasiment. Le PSG a des individualités dans tous les secteurs. Même si l'OM a maintenant des individualités supérieures par rapport à avant, le PSG c'est dans tous les secteurs il y a des individualités supérieures. Donc je trouve le PSG encore en avance et le classement le montre. Mais l'OM n'est pas loin. L'OM n'est pas loin. Sur un match de coupe, pourquoi pas. La Ligue 1, on n'a pas pu voir parce qu'il y a eu le carton rouge. Donc j'aurais aimé voir, mais on n'a pas pu avoir de réponse. Euh, il y a encore un écart pour moi, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Oui, surtout que on n'avait pas, encore, l'OM qu'on connaît maintenant au match aller, Mmh, c'est clair. même si c'était au Vélodrome. On Mais, mais, avait de, mais de toute façon, on n'a pas pu voir le match parce que carton rouge à la Mmh. 15e ou 20e minute, je me souviens plus, c'est Oui, terminé. oui. Donc, il faut attendre encore déjà le match retour, et puis il faut attendre de voir sur la durée, parce que le PSG, sur la durée, on sait que c'est très fort. On sait qu'ils vont gagner quasiment tous leurs matchs, faire un match nul de temps en temps. Il y a un risque aussi, comme c'est arrivé parfois, que le PSG s'écroule après la Ligue des Champions. Si jamais ils sortent de la Ligue des Champions et qu'ils veulent plus jouer, bon, bah là, il y aura une possibilité. Mais si tout se déroule normalement, le PSG est quand même supérieur. Ah oui, oui, oui. Sur le papier, oui, bien sûr, on est d'accord, hein, mais bon, c'est vrai que, si, ils peuvent, nous en laisser une, voilà, ce serait bien. Merci. Alors, cordialement la direction, quoi. Hem, Mais de toute façon, c'est sur la durée qu'il faut voir. Parce oui, que je le sais bien, match mais est arrivé il y a seulement 5 mois. Là, ils ont fait un mercato qui est intéressant l'été dernier avec vraiment des individualités supérieures. En continuant comme ça, ben, alors évidemment, si le PSG recrute Mohamed Salah, Kvaratskhelia et Douran et pourquoi pas Gyökeres ou je sais pas qui, et Madonna, bah, c'est compliqué. Mais voilà, il faut essayer de réduire l'écart. Il faut travailler comme le fait l'OM, avec un projet défini par deux Zerbi. Voilà, c'est très bien. Et puis, on voit que l'écart s'est diminué. L'OM était beaucoup moins fort l'année dernière. L'OM est beaucoup plus fort cette année. Donc, petit à petit, ça évolue positivement. C'est bien. ouais, Manu, tu t'es trompé, c'est pas Madonna, c'est Donnarumma. Bref, on enchaîne les amis? Allez, Allez, c'est parti. Maintenant, on va plutôt parler de la course à cette fameuse troisième place. Parce que mine de rien, ça se joue, dans un mouchoir de poche, cette histoire-là. Avec du Lyon, du Monaco, du Lille, même du Lens. Bah, voilà, hein, on va commencer par un petit Brest-Lyon si vous le voulez bien. allez. Hem,
Bah, écoutez, franchement, je sais, hein, je sais en plus, je devrais le savoir que Brest à domicile, voilà, hein, c'est Brest, hein. Ça a du cœur, ça a du caractère et d'y aller comme ça, entre guillemets, sans mettre de d'intensité côté lyonnais, bah, ça paye cash, n'est-ce pas Manu? Ils ont découvert que Brest était une équipe qui était capable de faire des matchs de Ligue des Champions, de mettre un énorme impact au milieu de terrain. Ils l'ont totalement découvert. C'est fou, hein. Donc ils ont été surpris pendant 45 minutes à se faire matraquer, à perdre tous les duels, à, à se faire asphyxier de ballons dans leur propre moitié de terrain, les Lyonnais. Hyper déçus, mais c'est dans la continuité du match de Montpellier qui était déjà très mauvais, où ils gagnent miraculeusement à la dernière minute face à Montpellier sur un contre son camp, alors qu'avant, il y a un joueur de Montpellier qui rate tout seul face au but sans gardien, limite. C'est pas bien ce que fait Lyon, parce que tactiquement, il y a des lacunes, individuellement, il y a des lacunes. Euh, des joueurs comme Kaleta-Tchar, je sais pas comment c'est possible qu'il soit titulaire à Lyon. Euh, Catastrophique. Ouais, Catastrophique. bah, on a Il y a des retrouvé, lacunes mentales aussi. Ils ont retrouvé leurs lacunes mentales qu'ils avaient perdues, enfin qu'ils avaient réussi à laisser de côté. C'est-à-dire Lyon, on leur reprochait souvent d'être un club qui jouait quand ils avaient envie. Puis là, ils avaient vraiment réussi pendant une longue période à mettre tout le temps la même intensité. Là, ils l'ont reperdu depuis le début de l'année pour l'instant. Ouais, Brest a gagné ce match logiquement, a été meilleur pendant longtemps. Donc c'est très déçu par Lyon. J'espère qu'ils vont se réveiller, parce que je pensais qu'ils allaient se réveiller en comprenant que la victoire contre Montpellier était en trompe-l'œil, mais pas du tout. Ils s'en foutaient totalement. Donc ils ont fait un deuxième mauvais match, sauf que là, c'est pas Montpellier. En face, c'est une meilleure équipe et ils se sont fait marcher dessus. Il y a 2-1, mais il y a des occasions pour marquer plus du côté de Brest. Donc au final, c'est une victoire totalement logique de Brest, et très déçu par Lyon qui avait l'occasion de monter sur le podium. C'est un club qui a fait des investissements financiers importants. Et puis, c'est un fonctionnement que je. Alors, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais comme ils ont investi de l'argent qu'ils doivent rembourser ou qu'ils n'ont pas forcément tout de suite en cash, ils sont dépendants de résultats financiers. Donc, c'est un problème. C'est un problème, mais bon, c'est pas dramatique non plus, parce que les autres équipes devant n'ont pas un rythme, à part l'OM, la troisième place, ça n'a pas un rythme démentiel. Donc, mais je suis surpris et c'est décevant pour Lyon. mmh. Question pour toi, Fab. Est-ce qu'on n'a pas retrouvé le douillet de Rudy Garcia? Tu parles de attends, c'est Douillet attends, tu parles Tchar, c'est lui, hein, c'est Garcia, c'est Rudy Garcia qui a été le chercher. c'est lui? Ben ouais, il a joué à l'OM, c'est grâce à Rudy Garcia quand même. Tu te souviens pas? Ah si, si, tu rappelles-moi les souvenirs là, mais Ouais, bah ouais. Ouais, en fait, ouais, c'est un ça joueur, si ça tu te dis à chaque fois: «Ouais, ah physiquement, il a des capacités, et tout», mais des trucs de placement, des précis, mais tu te dis: «C'est vraiment, choquant en Ligue 1» et Nakate, il l'aide pas du tout à côté, tu vois? Donc non, c'est enfin, bah, en tout cas, Niakhaté, il est meilleur que Douillet, hein, il est et meilleur, par contre, mais c'est pour le coup, je comprends même pas qu'il puisse finir le match, Tchar, hein. après, je sais Je pas, sais ils ont pas ce qui que tu en derrière à penses, faire mais jouer? parce que là, même la main là, qu'il met, bon, tu me diras, c'était dans le temps additionnel Manu, c'est ça, hein, l'espèce de plaquage là de manchette? Pour empêcher, ça doit être rouge là-dessus. Et puis il y a Tessman avant qui met un mauvais coup Ouais, aussi. Mais comme Brest doit prendre un carton rouge dès l'entame de deuxième c'est vrai. période, bon, ça a équilibré. Mais au final, c'est pas l'arbitrage qui fait perdre Lyon du tout, hein. Ah oui, C'est oui. le- c'est Brest qui a été meilleur, qui a créé plus d'occasions, qui a gagné physiquement. euh, et que Brest soit meilleur avec des individualités inférieures, entre guillemets, bah, c'est pas normal. Non, oui, Kaletacha, par contre, lui, en termes d'individualité inférieure, lui, c'est le cas. Lui, pour le coup, ça, c'est sûr. Mmh. Il aurait fallu le laisser à Brest, je pense. Mais Mais ils ont qui derrière, en fait, à faire jouer sinon par lui? bah, il y a la recrue Niakate qui est assez indiscutable maintenant parce qu'il est plutôt bon. Mais à côté de lui, c'est totalement vide. Ils avaient recruté un joueur de Botafogo, Adrielson, mais qui visiblement n'est pas si bon que ça parce qu'il repart là, à Anderlecht. Alors la meilleure solution aujourd'hui, c'est pas Kaleta Tchar. Je sais pas pourquoi il fait jouer Kaleta Tchar. C'est Clinton Mata en deuxième Ouais. défenseur central et mettre Maitland Niles latéral droit. C'est ça Oui. aujourd'hui qui fonctionne le mieux. Tagliafico, Niakate, Mata et Maitland Niles. Je sais pas pourquoi il met Kaleta Tchar. Je comprends pas. Même Abner, il est pas ouf, hein, en ce moment, pour le coup, Non, d'ailleurs, c'est Tagliafico qui joue souvent à ouais. gauche. Derrière, il n'y a pas d'individualité.
Ils ont recruté beaucoup au milieu de terrain et devant avec Mikotadze, avec Orban, il y avait Mama Baldé à l'époque, au milieu de terrain, Verretou, toutes les recrues. Derrière, ils s'en foutent. J'ai l'impression qu'ils pensent que c'est pas important, mais non, il y a besoin de joueurs derrière. Là, la priorité, c'est un défense central à côté de Niakate, hein. Ah oui, Mais ouais, c'est clair. le fait que Rulli soit extraordinaire, mais faut louer aussi, Perry, hein, parce qu'il en sauve, il tient la baraque, Ouais, il fait ce le qu'il peut Perry. franchement, ouais, ouais, C'est ouais, vraiment un bon gardien. Rouli est plus impressionnant, Rouli est meilleur depuis le début de saison, mais Perry, c'est vraiment un bon gardien. Yes. non, c'est clair. En plus, il Puis, score pas, quoi. Même le Ouais général et puis, Leclerc qui marque ouais, qui plus, Laka qui ouais, il est pas dedans là, j'ai l'impression, pour, c'est compliqué manquer pour quand lui. même, enfin, l'action de la tête où il la met, sur Bizotte, bon, je veux bien qu'il soit bien, positionné, Bizotte, mais quand même quoi, tu la mets pas comme ça. Enfin, je sais pas. Je suis pas avant-centre, mais quand même. Après, voilà, on sait l'importance d'un Lacazette, le jeu dos, au but aussi, il faut pas l'oublier. Donc, puis, même s'il marque normalement, pas, il a il a plusieurs occasions comme ça. Parce que normalement, ça crée plus derrière lui. Mais là, mettre Cherki à droite et avoir un milieu de terrain avec trois bourrins, j'ai envie de dire, même si Tolisso, c'est pas ça, mais avec trois vrais, tu vois, limite trois numéro 6 et mettre Cherki à droite, bah ça prive un petit peu la casette de soutien derrière lui, de ballon. Donc au final, il a eu très peu d'occasions. Il a celle-là de la tête, mais normalement, il en a plus. Et là, ça n'a pas été le cas parce que ils n'ont pas réussi à en créer et parce que Brest a gagné tous les duels plus haut sur le terrain et s'est très peu mis en danger. C'est Brest qui a créé les meilleures occasions et qui aurait pu marquer plus que 2 buts, hein. tout à fait. Bon on parlait un petit Nantes, Monaco, d'ailleurs, en parlant de Nantes-Monaco, très bonne, transition, puisqu'il y a un petit Lopez qui est arrivé dans les buts de Nantes avec, bon, une bourde, faut appeler ce qui est, voilà, un chat. Et une bourde, malheureusement, qu'il a mis sur le dos du fait que, il n'avait pas joué des matchs depuis longtemps. Donc, ouais, je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Mais bon, toujours est-il que, écoute, Manu, hein, voilà, je te laisse en parler de ce match, malheureusement, qui n'a pas débouché sur ce que, tu souhaitais. Non, un petit Monaco, vraiment un assez faible Monaco. Alors, il y avait énormément d'absents. Là, pour le coup, tu joues sans Akliouche, sans Golovin, sans Minamino. Il y avait Ben Seghir tout seul et le deuxième milieu offensif, c'était Boisbré, quoi, un joueur des U19. Il y avait beaucoup d'absents, mais ça change rien au fait que Monaco est en dilettante et Monaco ne cherche pas à courir, à mettre du rythme, à mettre de l'intensité, à gagner des duels. Bah, Nantes s'est régalé pendant longtemps, du coup. Nantes, alors, l'avantage qu'il faut ressortir de ce match, c'est que si Monaco accélère 40 minutes, ça fait très très mal. Et tu peux prendre 2-3 buts en 40 minutes si Monaco décide de jouer haut, de t'agresser, parce que les individualités restent intéressantes. Un Zakaria, ça peut faire mal à tout moment. Un Mbolo réveillé, ça peut faire mal sur un ballon. Euh, donc il y a quand même la satisfaction de ne pas avoir perdu en étant mauvais. Mais Monaco n'est pas bon. Monaco n'est pas bon parce qu'ils ne veulent pas être bons, ils ne veulent pas faire mal sur 95 minutes. Je ne sais pas pourquoi. Comme je ne suis pas là-bas, je ne peux pas te dire pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un problème mental, si c'est un problème physique, s'il y a des soucis. Mais c'est pas très bon. C'est pas très bon. Tu sens pas une envie de tuer les matchs, tu vois, d'être plus fort que l'adversaire. Ils s'en foutent un peu. Lamine Camara l'a dit d'ailleurs après le match. Il a dit ouais, c'est vrai qu'on joue que 45 minutes. On n'a pas envie de jouer 95 minutes. On se fait pas mal. Ouais, mais d'accord, mais c'est quoi le souci alors? Parce que il y a tellement de qualité que c'est hyper frustrant, quoi. Ce match, Monaco doit en marquer 4. À la limite, même s'il encaisse 2, c'est pas grave. Mais sur la globalité du match, Monaco doit être capable de marquer 4-5 fois. Mais ça n'a pas été le cas parce qu'il y a juste une réaction en perdant 2-0. Après avoir encaissé le deuxième but, ils se sont dit bon, là, on passe un peu pour des cons quand même. Donc, ils ont accéléré. Mais c'est pas constant, c'est pas régulier. Et ça permet pas de gagner, même face à des équipes moins bien classées. Donc, la série, elle est pas bonne. Le prochain match, c'est Montpellier. J'espère que ça va relancer quelque chose. Mais aujourd'hui, Monaco a de la chance d'être troisième parce que c'est pas forcément pour l'instant la troisième sur les 7-8 derniers matchs. C'est pas forcément la troisième meilleure équipe de Ligue 1. Donc il faut faire attention. Mais après ça, il y a quand même des individualités qui sont supérieures pour moi. Ça peut faire très très mal en très peu de temps.
mais c'est voilà, c'est pas régulier. Oui. Bah, oui, on l'a bien vu, cette irrégularité, hein, qui a fait que, bah, vous avez décroché de la deuxième place malheureusement. Enfin, je dis malheureusement. Pas tant que ça, je le pense pas tant que ça, mais disons que ouais, il y a pas photo entre, voilà, la réussite de l'OM et oui, le manque actuel, de l'ASM, quoi. C'est pas de Hem, la réussite, c'est pas de la réussite. Quand tu vois l'envie qu'ont les joueurs marseillais, c'est pas de la réussite, c'est de la constance dans la performance. Ils attendent chaque match et ils veulent les jouer pendant 95 minutes. c'est vrai. Monaco, tu as l'impression qu'ils sont obligés d'aller jouer les matchs, quoi, limite, et qu'ils savent qu'ils sont très forts, mais que du coup, ils sont obligés d'être menés 2-0 à Nantes pour jouer 40 minutes et marquer 2 buts. C'est pas la même approche, c'est pas le même mental, c'est pas le même état d'esprit pour l'instant. Ouais, c'est pas le même coach non plus. Fab, tu veux nous en parler de ce match? Comme je te disais, ouais, j'ai pas vu, hélas, ce match, j'ai pas vu. Ouais. Bah, alors je peux te poser une question. J'écoute avec plaisir. Notre super Lopez, il a fait, quand même, 5 arrêts, mais une bourde. Et est-ce que dans ces cas-là, pour un gardien, il faut quand même, retenir la bourde? Ah, je pense que tu connais mieux que moi même ce métier du magnifique poste, mais c'est vrai que tu beau faire 6 arrêts, on va retenir que la bourre, tu vois? Et en plus, c'est un joueur qui est un peu médiatisé, tu vois? Donc forcément, dès qu'il y aura une petite erreur, on va être sur ses côtes, donc le mariage commence mal, je trouve, d'après ce que vous dites et tout. C'est compliqué, quoi, donc et en plus, je pense qu'il est pas dans l'équipe la plus stable, la plus simple, donc c'est dommage parce que c'est quand même un beau gardien, mais là, ouais, c'est mis dans un sacré bourbier, moi, j'ai l'impression, franchement. Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai que voilà, moi je pense que, je sais pas ce que vous en pensez de votre côté et puis après on va quand même enchaîner, hein, au niveau des matchs, mais voilà, je pense qu'on peut, vraisemblablement, se dire que, il y a du mieux, côté de Nantes en fait, par rapport à voilà, ce qu'on a pu voir dernièrement. Après je suis d'accord parce qu'il y a quand même pas mal d'instabilité, alors on l'a vu, hein, sur la sortie de Comboiré, par rapport aux médias, tout ça, enfin bref. Tu l'impression quand même que, voilà, il en faut peu pour que, ça vrille, quoi. Mais si on parle du maintien, a priori, ça devrait le faire parce qu'il y a des individualités qui vont le permettre. Mais aujourd'hui, quel est le projet? Quel est l'objectif du FC Nantes? Tous les ans, c'est la même chose. Tous les ans, c'est le même cirque. Là, ils allaient encore virer Comboiré, prendre Gourvenec, qui allait finir dans la zone de relégation, et ils allaient rappeler Comboiré pour les sortir de la zone de relégation. Et tous les ans, c'est ça. Tout le Tous temps. les ans. Mais à un moment, c'est quoi ton projet? Alors ils ont de la chance parce que là, cette année, c'est Montpellier et Le Havre qui n'ont aucun argument. Hem, L'année dernière, il y avait Clermont et une autre équipe, mais quel est le projet sportif du FC Nantes? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce que rester en Ligue 1 tous les ans ric-rac, ça suffit? Bon, bah, si ça suffit, très bien. Mais à un moment, ils n'ont pas envie d'essayer d'installer quelque chose dans le jeu, en termes de directeur sportif, en termes de secteur sportif, ils s'en foutent. Ils veulent que ça soit de la famille Kita et Comboiré ou Gourvenec. Tout le reste, ils s'en foutent. Bon, ben, très bien. Yep, je suis assez d'accord avec toi, Manu. Mais allez, on va enchaîner, on va enchaîner. Parlons d'un autre match, même si, bah, c'est vrai que on aurait pu s'attendre, bah, à autre chose de ce match-là, ce fameux Auxerre-Lille, où il s'est passé beaucoup de choses avec, notamment un carton rouge. Par rapport à ça, bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire à part que, c'est bien arbitré pour le coup. Voilà, il faut arrêter de tomber sur les arbitres parce qu'ils sortent des cartons rouges, il faut que les gens connaissent un petit peu les lois du jeu, ce serait pas mal. Mais au-delà de ça, ouais, Lille n'a quand même pas trouvé la faille alors que, ils ont joué, presque, plus de 40 minutes, bah, à 11 contre 10. Il y a eu même des voilà, Chevalier a été sollicité pour le coup, quelques fois, mais bon, après tu prends le carton rouge et là tu es obligé de faire rideau quoi, presque. Donc ouais, c'est un point,
c'est un point victorieux, on va dire, pour Auxerre, quoi. C'est comme ça que je le vois. Fab, tu veux nous en dire, quelques mots? Bah, en fait, souvent sur Auxerre, on dit un peu la même chose, mais là, c'est encore un match de gardien. Donovan Léon était blessé, mais De Persin a fait un super match, hein. Premier match en Ligue 1 de sa vie, tu vois. Il sort un penalty qui est bien tiré quand même, il fait des gros arrêts. Et comme tu dis, en fait, bah, vu qu'ils ont plus le rouge, ils ont un peu verrouillé. Et t'as Akpa qui a été très bon, Jubal aussi, mais c'est pas le plus grand Auxerre qu'on ait vu, tu vois. Ils ont eu quelques occasions, mais c'est plutôt Lille, en fait, qui a été décevant si tu fais le point sur le match. Jonathan David a vraiment pas été en réussite. Bah, il rate son péno, il rate une grosse occasion, il a quasiment pas eu de frappe. Enfin, depuis fin 2024, je trouve qu'il est un peu en pente descendante. Bon, après, c'est un bon joueur, tu vois, il va remonter, mais je me rappelle qu'on débattait il y a quelques émissions en disant est-ce qu'on se rend compte du vrai niveau de David, tout ça, à voir. Mais c'est vrai que Lille, là, bon, ils ont leur record d'invincibilité, tout ça, mais Genesio a souligné un truc important en fin de match. Il pointait l'investissement de certains joueurs. Je pense qu'il parlait d'Angel Gomez, tout ça. Il se demandait s'il y en a qui voulaient vraiment jouer à Lille ou pas. Non, Ouais. ça doit poser question un peu pour lui, je pense, ce genre de match, tu vois, quand même. Ah, il avait l'air, remonté, Mm. Genesio, du style, là, il y a des arrivées, des départs, il y en a qui devraient se poser des questions, sur leur investissement, et d'ailleurs, j'ai, une réunion avec mon président. Pouf! Ouais. Allez, salut, salut Pep. Oui, Manu, vas-y, je t'en prie. Ouais, moi, je me suis demandé si c'était pas sur Joe David. Parce que je trouve que Lille joue à 10 en ce moment avec Joe David. C'est un joueur que j'aime énormément, je l'ai dit, hein, je l'aime énormément, mais depuis quelques matchs, il est méconnaissable. Il s'en fout totalement. Il a raté un penalty qu'il ne rate jamais. Ça se voit qu'il est pas bien, donc c'est normal parce qu'il doit penser. Tout le monde parle de son transfert, lui il doit se demander où il va aller, où est-ce qu'il doit signer. Euh, mais moi, quand j'ai entendu Genijo, je me suis demandé s'il parlait pas de Joe David parce que moi, pendant le match, ça m'a sauté aux yeux qu'il était vraiment pas bien. Et Lille joue à 10 sans lui, donc c'est vraiment compliqué. Il aurait fallu un buteur pour gagner ce match, déjà pour marquer le penalty, mais même sur d'autres situations, il est pas là. Sinon, c'est deux personnes, vous l'avez dit, qui fait un match incroyable. Quand ils n'ont pas Mmh. Donovan Léon contre le PSG, ils ont deux personnes qui sortent aussi 5-6 arrêts. Lille a totalement dominé, encore plus à 11 contre 10. Auxerre a eu quelques situations en compte, mais je trouve Ahmed Traoré un petit peu trop seul, même s'il est très très fort. Mais Auxerre, c'est très bien. Auxerre, c'est parfait. Eux, leur feuille de route, c'est aller suivie depuis des mois. Tout va bien, il n'y a aucun problème. Même s'ils perdaient ce match, il n'y aurait aucun problème. Donc, un point, c'est évidemment parfait. C'est Lille qui n'a pas réussi à le gagner. Et c'est un petit peu décevant pour Lille. Parce que Monaco ne gagne pas ses matchs et ni Lille ni Lyon n'arrivent à passer devant. Et à un moment, Monaco va gagner ses matchs, hein. Monaco est capable de marquer 4 buts par match, d'enchaîner les points. Et quand ce sera le cas, bah derrière, ils ne rattraperont plus. Ils passeront plus devant. Donc c'est frustrant pour Lille. C'est un petit manque de volonté, j'ai trouvé aussi. Euh, un petit manque de qualité offensivement sans Joe David et sans Zegrova, évidemment, parce qu'il n'y a pas Zegrova. Euh, et ils ont buté sur une défense qui était acharnée. Et il y a eu quelques situations. Il y a Haraldson que j'aime beaucoup, qui provoque le premier penalty qui est annulé, qui provoque le deuxième penalty qui est raté par David. Haraldson est très intéressant, mais au-delà, en dehors de lui, bah, sans Zegrova et avec un Joe David qui n'est pas là, enfin qui est mauvais, bah, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, quand tu es moyen face à OCR, bah, tu gagnes pas. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, Chapeau à Auxerre et déçu de la part de Lille, comme Lyon. C'est un très bon joueur, Haralson, mais j'ai quand même un petit peu de mal, d'une manière générale, j'ai un petit peu de mal avec, j'estime en tout cas, les joueurs qui, plongent un peu trop dans le sens où, à mon sens, si il plongeait moins et qu'il essayait de continuer, ses actions, je pense qu'il aurait marqué, en fait. Après, je dis pas, hein, Sur le sur le penalty penalty, annulé. il est tiré par le maillot, il y a faute, il y a rien à Ouais, mais dire. le premier, c'est lui qui le Ouais, provoque aussi, le premier qui est annulé. Il ouais, tombe. mais il saute, d'une Ouais, parce façon bizarre, quoi. que je pense qu'en fait, il se dit que Jubal va venir sur lui. Donc il se dit, bon, Ah bah, je vais oui, sauter, comme ça, Jubal va venir et il y aura penalty. Si Jubal était venu au contact, il y aurait eu penalty. Mais moi j'ai comme il l'impression n'y a qu'il jamais eu. fuit le contact, en fait. Bah ouais, il pensait qu'il y aurait le contact et donc il a anticipé, mais il n'y a jamais eu de contact, donc il a sauté tout seul. Donc oui, il n'y avait pas penalty. Il n'est pas spécialisé dans cette
forcément cette partie-là du terrain à la base. C'est vraiment un meneur de jeu. Et ça, moi, je lui avais demandé d'aller plus haut sur le terrain, d'essayer d'être décisif. Donc, il essaye et il l'est. Mais oui, c'est pas toujours de la réussite à 100%. Oui. C'est Mais ça. honnêtement, j'ai trouvé que c'était le meilleur joueur lillois à Auxerre. Hein. C'est lui qui a tout provoqué. Je l'ai trouvé meilleur que Cabella. Sans Zegrova, ça passe uniquement par Haraldson. Hein. Ouais. Après, je pense, Fab, que tu vas nous parler de Benjamin André. Moi, je l'ai trouvé bon. Tu sais, en fait, au début du match, il a mis un sacré coup de presse à Sinayoko. Ça n'a pas été son meilleur match, mais c'est vraiment un joueur clé, tu vois, qui. Tu sais, je te jure, Sinayoko, après, il n'osait plus rien tenter. Vraiment, il a mis un coup de presse. Ça, c'est un joueur qui est vraiment important, tu vois. C'est sûr. Mais. Ça, et- En fait, c'est vrai, mais avec le recul, je me suis dit, est-ce que. Après, vous allez dire oui, mais c'est plus compliqué que ça. Est-ce que Lille n'a pas ultra, ultra, ultra surperformé en Ligue des Champions? Et que du coup, tu sais, on se rend compte que voilà, c'est une bonne équipe, mais voilà, t'as pas des Benjamin André partout. Jonathan David, c'est pareil, Galant, tu vois, on se rend peut-être compte qu'on vient doucement les pieds sur terre, mais c'est frustrant parce que moi, Ligue des Champions, j'étais tellement choqué de leur niveau, tu vois, je pensais qu'en Ligue 1, ça se montrerait, mais ouais, c'est. mais Là, c'est comme Brest, l'ami. Il faut pas oublier, c'est qu'il y a une victoire tronquée, il y a une victoire tronquée pour Lille en Ligue des Champions. Oui, C'est celle de l'Atlético Madrid. Hein. Oui, c'est Euh, vrai. Celle-là, elle n'existe pas, normalement. Si on est très honnête et très factuel, cette victoire n'existe pas. Le penalty du 2-1 n'existe dans aucun Ok, monde. ouais. Donc, alors, vous allez me dire, et c'est totalement vrai, il y a les autres matchs où ils ont été très, très performants. Ça ne change rien au fait qu'ils ont été, et ils restent très performants. Mais déjà, c'est un tout petit peu en dessous de ce qu'on voit, si on est objectif. Et puis, sans des individualités comme Zegrova et Joe David, bah, c'est tout de suite très, très compliqué parce que c'est deux joueurs qui ont aussi porté le LOSC. Oui, oui, oui. Tu cites Benjamin André, il est ultra important, c'est le capitaine, c'est un des meilleurs joueurs. Mais offensivement, tu as besoin d'individualité. Et elles étaient incarnées par Zegrova et Joe David. Donc, si tu n'as pas les deux, bah, tu souffres un petit peu pour faire mal. Mm. totalement, totalement. Bon, allez, oui, enchaîner, les amis, hein, parce que je vois l'heure tourner. On a encore un petit match, Le Havre-Lens, à parler pour, notre Ligue 1 avant de passer aux autres championnats. Hem, bon, je crois que Le Havre, voilà, hein, il y a plus grand chose à dire. Le CG est à plat, même si, voilà, on peut pas enlever, le fait que, Ayou essaye de se débattre devant, on va dire ça. Mais ouais, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible Le Havre, Manu. Tu penses quoi, toi? Moi, je trouve ça très faible. C'est pas méchant, c'est juste que il y a des individualités qui sont assez faibles. Il y a un contenu collectif qui est très, très, que je trouve très, très faible. C'est l'équipe la plus faible de Ligue 1 avec Montpellier, donc c'est pas étonnant qu'ils perdent tous leurs matchs. Euh, Là, face à un Lens qui n'est pas une machine de guerre, qui est une équipe sérieuse, bah, ils n'ont pas réussi à prendre 2 points non plus. Euh, ouais, non, Le Havre, c'est vraiment le candidat au maintien avec Montpellier aujourd'hui. Et puis, Didier Légarde ne change strictement rien match après match. Il ne change pas son schéma, il ne change pas ses individualités, il ne change rien. Il pense qu'il a le schéma de Pep Guardiola à Barcelone. Il est persuadé de ça. Il est persuadé qu'en restant à 5 derrière et 4 milieux de terrain, il va terroriser tout le monde alors qu'il perd tous les matchs. Je ne sais pas. Quand tu perds tous tes matchs, au moment tu te dis, bon, bah, soit je m'en vais parce que j'y arrive pas, soit j'essaie autre chose. Euh, Faudrait que Mathieu Bonnemer nous explique, parce que Mathieu Bonnemer fait beaucoup d'interviews, mais on ne l'entend pas parler du Havre et de Didier Digard. Donc Mathieu Bonnemer, s'il vous plaît, expliquez-nous. Pourquoi est-ce que cet entraîneur garde un schéma qui perd tous ses matchs? Je ne comprends pas. Oui, c'est faible, et Lens a été supérieur, Lens a été meilleur, Lens a fait plus de jeux. Le Havre ouvre le score plutôt logiquement parce que l'entame de match était intéressante du côté du Havre, il y a eu 15 minutes intéressantes. Et Kofi n'arrive pas à repousser correctement un ballon. Et donc Ayou marque, mais derrière, Lens a été totalement supérieur. Ils ont abreuvé de ballons dans la surface. Et comme ils ont une recrue, Koyalipou, qui est meilleur que Enzola, je trouve, ben, il a réussi à concrétiser un ballon. En deuxième période, c'est un autre ballon de Frankowski, cette fois, qui trouve Machado. Lens a été meilleur. Lens avait envie d'utiliser le ballon, avait envie de créer des occasions.
C'est une victoire logique, c'est une victoire inquiétante pour le Havre, mais comme tout le monde s'en fout au Havre, bon, bah, c'est pas grave. Il va rester avec ce schéma la semaine prochaine, il va rester proche de sa surface de réparation et il perdra encore. Et comme on n'entend jamais ni Mathieu Bodmer ni Gilles Digard, et ben ça va rester comme ça. Yes. Quelque chose à rajouter, Fab? Rien de plus, non, rien de plus, tout Eh a été ben, dit. c'est parfait comme ça, j'enchaîne tout de suite parce que j'ai pas Allez, grand-chose à dire non plus sur ce match. Ouais, allez, on va parler, les amis, les parler du Colissimo, hein? Ça c'est bien de parler de ce qui se passe là, du côté de la Liga, que le Cholismo, n'est pas mort en fait. Qu'est-ce que tu en penses, Manu? Ouais, j'ai vu le match, j'ai pas encore pris un plaisir totalement fou. Ah, c'est sûr que c'est pas pour le plaisir que tu regardes les matchs, hein. Ouais, j'ai regardé attentivement et franchement, c'était compliqué. Alors, juste pour 1-0, c'est plaisant parce qu'il y a plusieurs occasions. Il y a un but refusé à Griezmann qui, bon, il met un peu le coude, c'est vrai, mais ils ont créé quelques occasions. Il y a un Simeone, tiens, sur le terrain, un fils Oui, d'eux, que j'ai trouvé très intéressant. Il y a un Griezmann que je trouve très très bon. Il y a un Rodrigo de Paul. Alors moi je sais, hein, c'est pas bien de dire ça parce que c'est un sauvage et c'est un Argentin en plus, mais bon sang, qu'est-ce qu'il est fort ce joueur. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est fort, Rodrigo de Paul. Bref. Donc il y avait quand même, c'était intéressant jusqu'au 1-0. C'est l'Anglais d'ailleurs qui met une belle passe de la tête pour Julian Alvarez. Tiens, justement, Julian Alvarez qui aurait fait du bien à City. Et après le 1-0, c'est devenu une parodie. C'est devenu une parodie parce que s'il y avait un joueur qui était honnêtement 25 mètres devant Black, c'était un miracle. C'était un miracle. Ils ont laissé le ballon totalement à Osasuna qui a campé dans la surface, dans la moitié de terrain de l'Atlético. Mais ça tient parce qu'ils courent comme des chiens, ils taclent partout. Et comme ils sont 10 sur 30 mètres, il n'y a aucun espace. C'est un enfer d'attaquer contre ça. Tu vois 10 mecs sur 30 mètres qui courent comme des chiens, c'est horrible. C'est horrible à jouer, ça doit être horrible de jouer contre ça. Mais du coup, ils ont tenu défensivement et ça suffit. 1-0. Coup de sifflet, il est parti en courant et il était très heureux. Objectif réussi. Maintenant, est-ce que ce foot-là est le plus satisfaisant? Non, non pour moi. oui. Je pense que les amoureux, du football, voilà, sont, potentiellement d'accord avec toi. D'ailleurs, Fab, est-ce que tu es d'accord avec Manu? et là, j'ai pas vu ce match-là, j'ai vu une autre équipe de Madrid qui s'est fait tuer par contre, qui est vraiment morte pour le coup, mais sinon non, j'ai pas vu, mais c'est intéressant comme on disait, avant le début du live, tu vois l'Atlético Madrid dans chaque début de saison, tu as pas forcément d'espérance pour eux, mais ouais, Eh oui, c'est cette équipe nous surprend chaque année, chaque fois, non, là, ils sont leaders, hein. franchement, je pense que personne n'aurait misé ça au début de la saison et non, c'est intéressant à voir. Est-ce que Griezmann va enfin, avoir sa Liga qui qu'on va de temps? Mais non, c'est bien qu'il y ait autant de suspense en Liga, franchement, c'est intéressant, ouais. Yes. Donc oui, écoutez, hein, il va falloir compter, encore avec l'Atlético Madrid. Le Cholismo n'est pas mort. Alors, tu as parlé d'une équipe là, juste avant. Je pense que ça va être le moment de parler, d'une équipe qui vient de décéder en Copa del Rey. Hem, c'est dommage en plus parce que bon, il était content de marquer, Kylian. Hem, Non, c'est bref. pas Copa del Rey, c'est pas la Coupe du Roi, c'est la Supercoupe, Super Coupe d'Espagne. Ah, Super ah Coupe, oui. pardon. Oh là là, je raconte La Coupe du n'importe Roi quoi. est encore en cours. C'est comme la Coupe du Roi, c'est comme la Coupe de France chez nous. Là, c'est la Oui, la Super Coupe. Super Coupe. C'est les gagnants de Exact. l'année dernière, en fait. Ouais, ouais, Ah OK, exact, oui, exact. C'est comme le trophée des champions, quoi. oui. Allez, du coup, ouais, enfin, que ce soit juste une super coupe, je pense qu'on peut tous dire que, le Real s'est pris une belle fessée. D'ailleurs, on se demande encore ce qui serait passé si Szczęsny n'avait pas pris son rouge. Peut-être que ça aurait été encore plus, impressionnant. Qui veut commencer? Vas-y, Fab. Allez, ah franchement, ouais, c'était vraiment plaisant à regarder, 5 premières minutes, je me dis: «Bon, bah, c'est bon, ils sont lancés» parce que Mbappé, il a mis un but typiquement Mbappé, profondeur, grosse frappe, Mbappé, enfin, comme dit Ancelotti, hein, s'il y a qu'une chose à retenir du Real, c'est que Mbappé a été bon. Je sais pas si vous avez noté la passe D qui est pas une parce que je crois que c'est Bellingham qui rate, mais il fait une espèce de
pas, vous voyez la passe que je veux dire ou pas? Il fait une passe à Bellingham. Ouais, ouais, ouais. Super Ouais, fort. ouais, il était plutôt, ouais, je l'ai trouvé, remuant, plutôt dans le coup, en Exactement, fait. Ouais, intéressant. ouais. Là, il y a eu un Non, Rodrigo techniquement. qui a fait ce qu'il pouvait, mais par contre, faudra peut-être ouvrir la page Vinicius qui depuis le Ballon d'Or, est pas Ah, c'est ce match-là, il passe complètement à travers, hein, pour c'est le ça, hein, coup, ouais. c'est pas enfin, je Après, le reconnais pas là, c'est après il est souvent aussi, ce que j'aime pas avec Vini, c'est qu'il est souvent, justement dans l'agressivité. ouais, Bon après, certains parlent de grinta, mais là ça va parfois un peu loin. Il se prend aussi, voilà, des choses, que l'on qualifierait, de racisme aussi dans la gueule, pendant les mmh, matchs. Enfin bref, il a des circonstances atténuantes, certes, mais bon, ouais, je sais pas en ce moment-là, c'est un peu moins bien du côté de Vini, donc écoute, bon bah, c'est comme ça arrive, dans la carrière d'un joueur, mais sur tous les plans, le Barça était meilleur, c'est tout. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ouais. là, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Ah, les Pas 3 grand-chose à dire. devant là, Lewandowski, Yamal et Rafinha, quand ça bombardait, c'est impressionnant. Yamal ce qu'il fait, il a il a vraiment détruit Ferland Mendy, tu vois, pour le coup. Enfin, c'était Et puis vraiment trop bon, fort, quoi. C'était je pense après que c'est enfin, à un moment donné, il va quand même falloir, je pense que Manu, tu vas en parler, mais Tchouaméni, il va falloir faire quelque chose, quoi, donc à ce poste-là, Ouais. c'est ouais. bon, Ouais, Allez, vas-y, Manu. c'est ça qui me choque le plus. C'est le secteur défensif. Ils ont pris un marasme, ils ont pris des vagues, des tsunamis. C'était terrible ce que leur ont fait les attaquants de Barcelone, ce qu'ont fait les attaquants de Barcelone à la défense du Real. Sur chaque occasion, mais c'était déjà un peu le cas au Classico Aller où il y a eu 4-0, hein. Sur Oui, chaque attaque de Barcelone, ils s'amusent, ils font ce qu'ils veulent, que ce soit Rafinha, Yamal, Lewandowski. Tu peux rajouter qui tu veux. Tu peux rajouter, s'il rajoute un attaquant, il fera la même chose. Parce qu'ils sont assez forts à Barcelone pour les tuer. Tchouaméni, c'est vraiment pas possible. C'est pas possible comme défenseur central. Mais il faut être fou pour se dire que tu vas faire toute la saison avec Tchouaméni, défenseur central. Enfin, moi, je comprends pas. Tu es censé être un club qui n'a aucune faille, qui doit battre tout le monde et tu joues avec un milieu de terrain déjà qui n'est pas totalement installé comme milieu de terrain en défenseur central. Ton latéral droit, c'est un ailier droit de base qui ne sait pas défendre, le Lucas Vasquez, parce que Carvajal s'est blessé et que tu n'as personne d'autre. Et ton latéral gauche, c'est Mendy qui joue sur une jambe, ou alors Fran Garcia qui n'est pas bon. Il n'y a aucun défenseur à part Rudiger. Rudiger est tout seul, et déjà lui-même, de base, Rudiger, quand il est tout seul, on peut avoir des doutes. Mais en fait, il n'y a rien défensivement. C'est le néant. Donc ils prennent des vagues, mais contre toutes les bonnes équipes cette saison, ils ont encaissé les buts. Toutes, toutes, toutes. Il n'y a pas de match où Madrid a été totalement supérieur parce qu'ils ont un secteur défensif qui est lamentable. Alaba Lamentable. bien, le retour d'Alaba, je pense qu'il va être bien, je pense pour eux. Ouais, oui, mais ça fait presque 2 ans qu'il n'a pas joué, je crois, Ouais, là-bas, hein. aussi, ouais. Donc, je comprends pas qu'ils recrutent pas. Alors peut-être que l'hiver c'est trop cher, mais déjà l'été dernier, ça se savait, hein, qu'ils devaient recruter un défenseur central, au moins un latéral droit. Je comprends pas. Sinon, sur le reste, bah, la seule satisfaction, c'est Mbappé, vous l'avez dit. Je l'ai trouvé très, très bon. Je le trouve, quand il accélère, il élimine. Tu vois, si Mbappé avait joué contre la défense du Real Madrid, il aurait marqué 5 buts, hein. Heu, oui. il est très bon et autour de lui, bah, c'était un petit peu le néant. Compliqué, compliqué, c'est pas grave parce que c'est encore tôt dans la saison, mais c'est quand même un problème de se faire taper à chaque fois par Barcelone, même si c'est Barcelone, c'est pas Leganés. Mais pour le Real Madrid, c'est un peu embêtant. Ça montre surtout pour moi que, en fait, les autres équipes se disent, mais les autres équipes armées, hein, attention, pas tout le monde, mais les autres équipes armées se disent, bah en fait, il y a quelque chose à faire contre le Real Madrid. Alors que les années d'avant, Mmh. tu te disais, il y a quelque chose à faire, tu menais 1-0 et tu t'en prenais 3. Bah là, ils commencent à se dire, bon, bah peut-être qu'ils sont pas aussi méchants que ça, quoi, que les années d'avant. Ça montre ça pour moi. Ça montre aussi que le Barça est fort. Parce que mentalement, ils sont pas toujours au même niveau. Ils ont pas toujours la même envie. On a débriefé plusieurs matchs où ils étaient pas très bons. Ils ont perdu du terrain en Liga, mais ça reste une belle équipe avec Hansi Flick. Le niveau est quand même intéressant. Sur les matchs importants, ils sont très forts. C'est meilleur qu'avant, je trouve, bien meilleur qu'avec Xavi. Donc voilà, ça montre tout ça. Et ça montre aussi qu'Mbappé est de retour, et ça, je suis content. Mmh.
C'est vrai. Il faut le noter. Je pense qu'il a réglé, ses problèmes. Mmh. Mbappé, voilà Bon. de ouais, tu voulais dire quelque chose, Fab? Non, oui, tu as raison, je pense que les problèmes extérieurs, enfin, la pression, les trucs dont on parle dans les médias, je pense que ça a dû quand même pas mal jouer, donc Bien sûr, mais c'est normal. Et son il est affaire moins a été gêné là. classée. Son affaire a été Voilà, classée, donc ça c'est. il est Ça veut dire libéré qu'il de y a pas de poursuite, quoi. Donc il est tranquille maintenant. non, c'est clair. Ouais, mais bon, je pense que, encore une fois, les médias ont quand même monté le truc en épingle, avec Ouais. les dépressions, quoi, donc Moi, je parlais de son affaire à Stockholm où il était oui, bien poursuivi sûr. par la justice. Il y avait une enquête judiciaire qui a été classée. Donc maintenant, ça a dû quand même le libérer. C'est-à-dire que voilà, tu n'es plus poursuivi, tu n'as plus d'affaires judiciaires, tu n'as plus rien à voir avec le tribunal. Tu te concentres uniquement sur ton métier. C'est important quand même. Ouais, il était cramé physiquement, c'est tout, et puis mentalement, hein, parce qu'il en a joué des matchs quand même, ces derniers temps, hein. Mmh. Donc ouais, ouais, très bien pour l'équipe de France déjà, en espérant qu'ils reviennent quand même. En équipe de France, ça serait cool. Seul Bref, bon français du Real Madrid actuellement, on peut le dire, hein, peut-être, non? ouais. Ouais, ouais, c'est enfin, on verra bien, hein, de toute façon, hein. On verra bien, notre ami Didier, a dit que c'était sa dernière coupe du monde. Donc hein, Manu, on en a discuté pendant Zizou, longtemps, hein, de Didier. Zizou. Zizou, ouais, tu veux? Ah bah oui, Attends, c'est attends, bouge pas, obligé. attends, je prends le téléphone, je vais l'appeler. Allô Zizou? Juste venir à Marseille. Non, je sais pas ce qu'en pense Fab, mais pour moi, c'est obligé, il y a que lui. J'entends que Thierry Henry est un candidat, mais c'est pas du tout la même carrure, c'est pas du tout la même expérience en tant que coach. Ça n'a Zidane a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Thierry Henry a fait finale des Jeux olympiques avec des moins de 23 ans et 14e avec l'AS Monaco. C'est pas du tout la même chose. Il y a que Zidane, Non, honnêtement, il y a que lui. Déjà en termes de carrure, de prestance, pour ce qu'il représente en France, et puis en termes de coach, tout simplement. Si ils ne mettent pas Zidane, il, il faut qu'ils prennent le Brésil parce que plein de sélections ont dû lui proposer des trucs et le Brésil mmh. encore récemment, mais c'est pas possible. Il doit avoir l'équipe de France, donc ça doit être lui, c'est obligatoire, c'est le meilleur choix possible. C'est le seul candidat crédible. Peut-être pas le seul candidat crédible, mais en tout cas, c'est le meilleur des candidats crédibles de très très loin. Donc j'espère que ce sera lui. Et après voilà, on jugera sur des matchs, sur des résultats. Je suis pas forcément inquiet, mais en tout cas, je suis très content que ce soit lui et j'ai très envie que ce soit lui. Ouais, je pense que beaucoup, de Français, partagent la même vision que toi. Eh bien écoutez, on va refermer, cette page non pas, Copa del Rey, mais Super Coupe d'Espagne, n'est-ce pas? Voilà, merci. Pour en ouvrir une autre, simple, très simple. Je vais juste, poser la question, par rapport à la Serie A. C'est la Juve concède son 12e match nul. Est-ce inquiétant? Point d'interrogation. Qui veut se lancer? J'ai pas vu, hélas. Bon, bah, Manu, je t'en prie. Ouais, ça commence à être un peu inquiétant pour moi parce que je trouve qu'il hésite maintenant sur ses idées. Déjà, il est très nerveux, Thiago Motta, et il s'est encore fait expulser. Et puis, il revient sur ses préceptes de jeu, et ça, c'est inquiétant. Parce qu'il a toujours fait confiance à Vlahovic, à un numéro 9. Là, il a joué sans numéro 9. Il a joué sans Vlahovic, avec Vlahovic sur le banc, qui était disponible et qui n'est pas rentré du match. Euh, ça commence à être Ça commence à être pas inquiétant, mais un petit peu chiant parce que ça n'avance pas dans le jeu. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de capacité à faire mal. C'est ce que je disais en première partie de saison. C'est que déjà, si tu n'as que Vlahovic, tu es dans la merde pour faire mal. Parce que derrière, c'est jeune, c'est pas forcément très très fort tout de suite, même s'il y a Ildiz qui est très très bon. Et là maintenant que tu n'as plus Vlahovic parce que tu l'enlèves toi-même, tu n'as quasiment plus rien. Mmh. Euh, il n'arrive plus à gagner de match. Il est très nerveux. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, c'est pas. Je pense pas qu'il faut s'en séparer parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre bonne solution maintenant. Mais j'espère voir une évolution positive. Je pensais qu'il allait trouver des solutions avec Vlahovic. Visiblement, il veut faire sans Vlahovic.
Ben, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Il y a beaucoup de tifosi, qui, veulent que Vlahovic parte, hein, faut le savoir. Après, bon, Ah ouais. Ah merde, je sais pas ce que j'ai fait. ah, tu veux jouer à Gartic Phone? Vas-y, si tu veux, on peut faire un Gartic. Je suis navré. Je suis vraiment navré, j'ai appuyé sur une touche. Il y a pas de souci, Manu. Vas-y, on t'entend, il y a pas de problème. Voilà. Oui, non, je sais, j'ai vu ça aussi pour Vlahovic, que beaucoup de supporters sont très énervés, sont très déçus. Mais j'ai envie de te dire, moi j'ai envie de sauver le joueur parce que on parlait de Rabiot. Tu te souviens quand on disait que Rabiot à la Juventus aussi n'était pas très bon? Moi je t'avais dit attention parce que Rabiot à la Juventus, il surnageait dans une équipe qui n'était, dans un club qui n'était pas bon. Et là on voit Mmh. bien qu'à l'OM, il arrive à porter l'OM, à être décisif. Alors avec 5-6 matchs moyens, mais il monte en puissance. Vlahovic, ce sera pareil. Vlahovic, dans une équipe qui tourne, il va faire très, très, très mal. Moi, je prendrais le problème à l'inverse, justement, voilà, en disant que c'est parce que la Juve va mal que les critiques tombent sur Vlahovic. J'ai envie de croire ça et je suis persuadé de ça. Mais tout le monde n'est pas d'accord et je le sais. Oui, c'est sûr. Moi, je serais tenté d'avoir, plutôt, de voir, comme toi sur, entre guillemets, ce qu'a déjà pu apporter, Vlahovic à ce club. Enfin, il faut quand même avoir un minimum de respect pour un joueur et au-delà de ça, Et puis qui n'a pas si de tu as pas de solution. ballon, c'est difficile de marquer, quoi. Mais tu n'as pas de solution derrière lui, c'est ça le truc. Si encore tu avais une solution, un attaquant ou même un jeune, un numéro 9, il n'y en a pas. Il n'y a aucun attaquant. Là, il a mis Nico Gonzalez qui est un ailier au poste de numéro 9. Il Mmh. n'a plus confiance en Vlahovic, mais il n'a aucune solution. Donc au final, le résultat est tout aussi mauvais. Enfin, non, est tout aussi moyen. Voilà. Oui, c'est bien ça le problème. C'est que, bon, il y a pas mal de choses là que je vois, hein, qui au niveau des transferts, notamment là, un petit Alberto, Costa, très jeune, qui pourrait aider en défense. Même si, c'est peut-être pas là où le bas blesse. Et des attaquants, il n'en Heu, veut pas? Non. Si justement, il y a eu, le pourparler avec, United pour Zirkzee. Ah oui, qu'il a connu à Bologne. Ouais, bah voilà, Ouais, ça c'est une bonne idée. Ouais. ouais, voilà, et Zirkzee, ce serait pas déconnant quoi, du tout. Donc écoute, on va suivre ça de près et voilà, on espère que, ils vont quand même, pouvoir se renforcer, pour le mercato. Et puis, Fab, si tu n'as rien d'autre à ajouter, j'enchaîne avec un Non, mais championnat que tu connais mieux peut-être, la oui, ça me Bundesliga. parlera plus. Il fait Heu, moins beau là-bas, mais ça me parle plus, ouais, ouais. ça te dit quelque chose? Colossal Football, ouais. Eh ben, c'est formidable, alors tu vas pouvoir enchaîner tout de suite et nous parler du Bayer Leverkusen qui est impitoyable avec Dortmund. Ouais, match très plaisant, hein, 4 buts en 20 minutes, c'était vraiment, dès le début, but à 30e seconde, c'était super intéressant et ce qui ressort de ce match, c'est que, ouais, bah, Leverkusen est dans la lignée de sa saison précédente, c'est vraiment super, le jeu, c'est vraiment impressionnant de regarder. Tu as, Pierro Hincapié qui est vraiment très fort balle au pied, les transitions ça va vite, tu as Robert Andrich qui en fait, c'est hyper bien huilé comme collectif, tu vois? Tu as la défense, balle au pied, ça sait bien ressortir, ça intercepte bien. Quand ils veulent lancer Frimpong, ça va à 90 km/h, sur le côté, Patrick Schick qui était beaucoup plus l'année dernière, là, qui joue beaucoup plus, qui est vraiment très bon. Mais une superbe Mmh, reprise de volée, c'est une équipe qui est plaisante à voir jouer et pour moi, Dortmund, par contre, cette année, bon, bah, tu vois, ils sont 8e, c'est pas pour rien, c'est vraiment très faible. Bon, après, on tape beaucoup sur Nuri Sahin, mais l'équipe qu'il a, honnêtement, j'aimerais pas l'avoir à Marseille, tu vois? En défense, il bricole parce que Schlotterbeck, il est blessé pour encore je sais pas combien de semaines, donc tu fais jouer Ryerson qui est un latéral qui joue jamais défense centrale, ils font jouer des jeunes Allemands, enfin des tout jeunes, c'est frêle. Après, il faut aussi parler du fait que chaque année, on pense que Karim Adeyemi va marquer des buts. Ça arrive jamais, tu vois? Je veux bien entendre qu'il ait des qualités, qu'il va vite, qu'il dribble bien, mais c'est c'est compliqué offensivement. Heureusement qu'ils ont, Guirassy qui je crois qu'il a mis 13 buts en Bundesliga, qui est efficace. Ils ce ont bon misé vieux beaucoup sur, Guirassy. de quoi? Tu as dit Ce qui? bon vieux Guirassy. Ouais, bah lui, c'est un joueur, enfin, sur le pied, sa façon de jouer, ça fait pas rêver, mais il score, hein. Ils ont misé beaucoup sur, Maximilian Bayer qui est nul, hein, faut le dire, tu vois? Donc
Moi, j'ai peur pour Dortmund, tu vois, j'ai même peur qu'ils se qualifient pas en Coupe d'Europe cette année parce que bon, à la fin, ils sont revenus, tu vois, ils remettent un deuxième but parce que Leverkusen a un peu levé le pied, mais c'est très faible Dortmund et Leverkusen. Le championnat, bon, le Bayern a un peu d'avance, tu vois, mais ils ils font vraiment une grande saison, Leverkusen. Ils sont, je crois, à 4 points du Bayern, 4e en Ligue des Champions. C'est une équipe qui monte vraiment en puissance et c'est plaisant à voir jouer. Donc, les travaux de Xabi Alonso sont vraiment immenses. Et ouais, je pense que j'espère qu'il va rester encore un peu là-bas pour faire des belles choses. Et en Ligue des Champions, j'attends de voir, tu vois, contre des gros. Ça va être vraiment, vraiment intéressant. Eh ben, écoute, merci, Manu. Tu veux dire quelque chose? Ouais, moi, ce que je note, c'est un changement majeur à Dortmund, c'est le changement de coach, ça a fait trop mal. Le départ d'Erdin Terzic et l'arrivée de Sainz, c'est un tournant négatif parce que cette équipe, elle fait finale Ligue des Champions à Dortmund, faut pas l'oublier. Et Mm. quand tu fais finale Ligue des Champions au match que tu vois là face à Leverkusen, je ne comprends pas pourquoi Terzic est parti. Les supporters critiquaient Terzic quand même, hein. Ouais, Finaliste de Ligue des Champions avec Dortmund. Bah maintenant, ils ont ça. Voilà. La différence est phénoménale. Terzic, c'était un mec qui pouvait regarder les matchs dans les tribunes Dortmund parce que c'était un ultra de Dortmund. C'est un mec qui connaissait le club, qui aimait le foot. Ils sont passés soi-disant à un ancien professionnel, tu sais, à la hype de la nouveauté de l'ancien joueur. Euh, c'est faible, hein. C'est faible. Je trouve ça faible, Dortmund, mais bon. Leverkusen, Fab a tout dit, c'est très bon. C'est très très bon. Je ne sais pas si ce que fait Xabi Alonso fonctionnera au Real Madrid. Je l'espère. Je n'en suis pas sûr. Mais c'est très très bon. C'est très très bon. Il a apporté les bonnes individualités pour son schéma et pour son idée de jeu. Fab a parlé de Frimpong. De l'autre côté, c'est Grimaldo de Benfica qui était gratuit, hein. Ça, j'en avais parlé, qui est un joueur phénoménal aussi. Schick, j'aime beaucoup. Je suis très content pour Patrick Schick. J'aime énormément ce joueur, ce numéro 9. Et ils ont fait ça. Là, ils ont joué Dortmund sans Florian Wirtz, hein, ouais. sans leur meilleur joueur. C'est-à-dire, avec leur meilleur joueur, ils en mettent deux de plus, quoi. Euh, Ouais, non, c'est très bien, c'est très bien. Je pense que je pense que le Bayern va être champion cette année, mais c'est même pas sûr. Et puis ça reste, même si le Bayern est champion et le Leverkusen fait deuxième, ça reste très très bonne saison. C'est très bien. En Ligue des Champions, le Fab l'a dit, c'est parfait. C'est très fort. C'est très fort face à une équipe de Dortmund qui est assez faible. Donc au final, bah, la meilleure équipe a gagné, avec les meilleurs joueurs et les certitudes dans le jeu que Dortmund n'a pas. Mais sans Boniface aussi, hein. Ouais. C'est ouais. Oui, sans Boniface, c'est vrai qu'il est beaucoup moins bien cette saison, mais qui Mm. a été remplacé par un Chic qui est très très bon. Là, pour le coup, tu as un autre buteur, et c'est ça qui est intéressant avec Xabi Alonso, c'est que toutes les individualités qu'il met sur le terrain, il sait pourquoi il les met. Ça, c'est les entraîneurs qui sont très forts. C'est pareil pour De Zerbi, il sait pourquoi il met telle individualité sur le terrain et à ce poste-là. Tu as un vrai pur numéro 9 avec Victor Boniface qui était très très bon, qui met beaucoup de buts. Tu le remplaces forcément par un pur numéro 9, le même profil. Alors, qui va peut-être un peu moins vite, qui va peut-être un peu moins bien dans l'espace. Chaque joueur a des caractéristiques différentes, mais déjà, c'est deux grands joueurs. Et puis, c'est deux purs numéro 9 qui marquent des buts. Chic qui marque autant de buts, ça soulage. Ça soulage beaucoup et c'est très important. Donc, c'est très bien. Bon, les amis, vous savez que, on a, parlé de tout le programme, qu'on avait, prévu. Je sais pas, il y a peut-être une petite dernière chose derrière les fagots, sur lesquels vous voulez revenir ou pas? À vous à vous de voir. Peut-être, anticiper là sur, Et la Coupe bah, de les matchs France, qui arrivent. la Coupe de, Ah Exactement. oui. la Coupe de France, ça va être intéressant parce que s'il y a un trophée à aller chercher pour les équipes, c'est plutôt celui-là. Parce que sur 38 matchs, il n'y a pas encore assez de travail de fait, même si les clubs commencent à le faire, pour être très fort sur 38 matchs. Euh, en Coupe de France, c'est plus accessible. Il faut réussir à gagner les matchs que Monaco, Marseille, Lille, Lyon doivent gagner. Et puis, sur une confrontation face au PSG, Lens a bien montré que c'était possible. Ils sont allés jusqu'au tir au but. Si Kofi sort un penalty, c'est Lens qui élimine le PSG. Donc, un ou deux, parce que Safonov en sort deux, mais euh, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Donc, la Coupe de France, c'est très important pour moi. Et je comprends qu'au premier tour, les clubs aient très peu fait tourner parce que ça doit être un objectif
Donc ça va être intéressant de suivre ça. C'est demain et mercredi, ça va être bien. Yes, ouais, Et tout à fait. l'OM a un match compliqué d'ailleurs et Mmh. Ouais, Monaco ouais. aussi. Gros match, ouais. Après, en théorie, moi, je m'attends quand même à ce que, Genesio fasse tourner Ouais, pour ce ouais. match. Notamment parce qu'il y aura pas Chevalier. A priori, Zegrova est encore incertain. Donc, Zegrova absent aussi. ouais. Et d'ailleurs, le petit jeune, comment il s'appelle là? Le ailier gauche, comment il s'appelle? Je me souviens plus. Fernandez ah non, Sahraoui ou Fernandez Pardo? Pardo, il est aussi incertain. Non, mais Donc, ils ont beaucoup, beaucoup d'absents, ouais. Lille, comme depuis le début de saison. Mais de toute façon, ça change rien pour l'OM, ça reste un match compliqué et ça reste un match où l'OM est favori, donc je suis pas forcément inquiet. Bah, sur le papier, oui. Après, tu sais comme moi, Manu, que le football, c'est pas une science exacte. Et oui, et puis on va voir s'il met l'équipe titulaire ou pas, ça va jouer aussi. Mais je pense que oui, vu ce qu'il a fait sur le match à Saint-Étienne en coupe, là, il y a pas de raison qu'il enlève l'équipe titulaire et il a vraiment envie d'aller chercher un trophée, que ce soit la Ligue 1 ou la Coupe de France, donc ça devrait être un match de Ligue 1 pour lui, ce sera le cas, je pense. À part le goal peut-être, Ouais, déjà. peut-être Delange. Ouais. C'est pas impossible qu'ils mettent Delange, pour le coup. Il Parce nous met que sinon, des sinon on joue Bacola, jamais, quoi. tu vois? Ouais, je sais pas, peut-être qu'il va remanier un peu la défense, on verra. Mmh. On verra ce que notre cher Roberto De Oui, mais Zerbi, comme il n'a pas de défense titulaire, c'est pas tellement remanié, il Oui, c'est cherche vrai, encore une défense, c'est ça plutôt le truc. c'est vrai. quand même, tu du Merlin, tu du Balerdi, tu du Murillo maintenant. C'est plutôt, hein, titulaire tout ça là. Oui, ça ressemble à quelque chose maintenant. C'est vrai que ouais, c'est pas totalement, voilà, fixe. Mais bon, écoute, j'espère que ce sera en tout cas un match, bien arbitré, c'est tout ce Mmh. que je veux. Parce que vu qu'il y a pas la VAR, voilà quoi. Ouais, Et tout ce que je veux, c'est qu'il y ait pas, un mot que je ne vais pas citer à l'antenne, mais tu m'as compris quoi. Bah ouais, enfin franchement, hein, il y a tellement de choses qui se passent là dans l'arbitrage et que, avec la VAR notamment. Bref, on va pas réouvrir le dossier VAR, je pense qu'on a suffisamment parlé et je pense qu'on va suffisamment en parler à l'avenir. On n'a pas besoin de passer encore du temps dessus. Eh ben, écoutez, merci messieurs. merci à toi Nico, merci à Arsène aussi. Ah oui, Merci à tous, merci beaucoup Yersen, merci Nico pour la présentation et merci Fab pour les débats. avec plaisir et on se retrouve, comme d'habitude lundi prochain. On verra, quel sera le sommaire, il est fort possible, qu'on discute coupe de France. Mmh. Et on verra ensuite, par la suite si, il y a, des choses à se mettre sous la dent d'un point de vue mercato. Merci à tous, bonne soirée, à lundi prochain. Ciao. Merci à tous, bonne soirée.